Parfois, une seule erreur change tout. Mila entra dans le mauvais bureau et se retrouva face à l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais vu. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, il la prit pour sa fiancée arrangée à un arrangement froid, un faux mariage jusqu'à Noël. Mais que se passe-t-il lorsque les regards s'attardent trop longtemps, que les effleurements accidentels embrasent la peau, et que deux étrangers découvrent que faire semblant peut être dangereux, surtout lorsque le cœur oublie que tout n'était qu'un mensonge? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez estimé qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Ce matin de décembre à Manhattan, le ciel était gris comme du plomb fondu. Le froid transperçait la peau comme des lames invisibles, et le vent charriait l'odeur métallique de la neige imminente. Mila Carter serrait la bandoulière de son sac si fort que ses doigts en étaient devenus blancs. L'immeuble devant elle était une tour de verre et d'acier qui frôlait les nuages bas, un monument à une puissance et une richesse qu'elle n'avait jamais connue. Chaque pas vers la porte à tambour semblait peser une tonne. Elle avait répété 1000 fois « Bonjour. Je m'appelle Mila Carter. Je suis là pour l'entretien de secrétaire. » Simple, direct, professionnel. Mais sa voix intérieure hurlait toutes les raisons pour lesquelles elle ne méritait pas d'être là, les factures en retard, le minuscule appartement qu'elle pouvait à peine payer, cette sensation constante de noyade malgré ses efforts pour nager. Le hall était si imposant qu'il donnait aux gens l'allure de fourmis. Le marbre poli reflétait les lumières tamisées, et le bruit des talons résonnait comme des battements de tambour. Mila regarda le papier froissé dans sa main, 12e étage. Elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton et ferma les yeux, tentant de calmer ce cœur qui semblait prêt à exploser dans sa poitrine. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle sortit sans vérifier le numéro sur le panneau. Le couloir était trop silencieux, pas de réceptionniste, pas de candidats nerveux attendant leur tour, juste une double porte en acajou sombre au fond, imposante comme l'entrée d'un château. Quelque chose clochait, mais elle était déjà allée trop loin, abandonner maintenant ne ferait que confirmer toutes ses peurs. Mila prit une profonde inspiration et frappa. Entrez. La voix était grave, tranchante, empreinte d'une autorité qui fit vibrer l'air. Elle tourna la poignée dorée et entra. La pièce était vaste. Des baies vitrées du sol au plafond dévoilaient Manhattan s'étendant comme une carte vivante, mais ce n'était pas la vue qui la paralysa. C'était l'homme assis derrière le bureau en verre, Elliot Grayson. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais elle reconnut instantanément le pouvoir. Il portait un costume noir impeccable qui semblait mouler sur son corps. Ses cheveux noirs étaient parfaitement peignés en arrière, et ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux, étaient d'un gris glacial qui semblait transpercer son âme et cataloguer chaque défaut, chaque mensonge, chaque peur cachée. Il l'observa en silence pendant de longues secondes. Ce n'était pas une évaluation professionnelle. C'était quelque chose de plus viscéral, presque prédateur. Vous êtes en retard. Sa voix était aussi froide que le vent dehors. Chaque mot tombait avec le poids d'un marteau. Je pensais que vous aviez renoncé à l'arrangement. Mila cligna des yeux, confuse. Je suis désolé, je ne. Asseyez-vous. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Elle obéit, s'enfonçant dans le fauteuil en cuir qui semblait l'avaler. Son esprit tournait à toute allure, essayant de comprendre. Quel arrangement? Pour qui me prend-il? Elliot croisa les doigts sur le bureau, se penchant légèrement en avant. Le mouvement révéla la ligne forte de sa mâchoire, la tension dans ses larges épaules. Ma famille a été très claire. Ce mariage est une transaction, rien de plus. Je fais ma part, vous faites la vôtre, et ensuite nous partons chacun de notre côté. Les mots la frappèrent comme des coups de poing. Mariage. Son cœur s'emballa. Mais quelque chose l'empêcha de corriger l'erreur immédiatement. Peut-être était-ce la terreur pure dans sa voix, non pas la peur d'elle, mais de quelque chose de plus grand. Ou peut-être était-ce sa façon de parler, comme s'il essayait de se convaincre lui-même qu'il ressentait moins que ce qu'il éprouvait réellement. Je suppose que vous connaissez déjà les conditions, poursuivit-il en ouvrant un dossier. Le contrat le précise clairement. Vous prétendez être ma fiancée jusqu'à Noël. Vous assistez aux événements familiaux, vous sauvez les apparences. Après cela, vous recevez une généreuse compensation, et nous n'avons plus jamais à nous revoir. Mila aurait dû dire quelque chose, aurait dû expliquer qu'il y avait une terrible méprise.
Mais alors il leva les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà de la froideur, une infime vulnérabilité, cachée sous des couches de contrôle. Des questions? La défia-t-il, comme s'il s'attendait à la voir fuir. Elle déglutit difficilement. Combien de temps jusqu'à Noël? Quelque chose brilla dans ses yeux gris. De la surprise? De l'intérêt? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines à prétendre être la fiancée d'un homme qui ne voulait visiblement pas se marier. 3 semaines dans un monde de luxe qu'elle n'avait jamais effleuré. Et, à la fin, assez d'argent pour payer ses dettes et recommencer à zéro. C'est de la folie, hurlait son esprit. Tu ne peux pas faire ça. Mais sa bouche prononça. Et qu'attendez-vous de moi exactement? Elliot s'adossa dans son fauteuil, l'évaluant de ce regard pénétrant. De la conviction. Ma mère est perspicace. Si elle soupçonne que c'est une mascarade, tout l'arrangement s'effondre. Vous devez agir comme si vous vouliez vraiment être à mes côtés. Et vous? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Allez-vous aussi prétendre que vous voulez être à mes côtés? Pendant un instant, seul le bruit étouffé de la circulation en contrebas remplit le silence, puis quelque chose ressemblant à un sourire amer, fatigué et effleura ses lèvres. Je suis très doué pour faire semblant, mademoiselle. Désolé, je n'ai pas saisi votre nom. Mila. Mila Carter. Mila. Il testa le nom, laissant les syllabes rouler sur sa langue. Eh bien, Mila, acceptez-vous les termes? Elle devrait dire non. Elle devrait courir hors de cette pièce, loin de cet homme, loin de cette situation absurde. Mais elle repensa à l'appartement froid, aux factures impayées, à cette sensation constante de noyade. J'accepte. Elliot hocha la tête, comme s'il s'attendait exactement à cette réponse. Il ouvrit un tiroir et posa un petit écrin de velours sur le bureau, le faisant glisser vers elle. Ceci appartenait à ma grand-mère. Portez-la lorsque nous sommes en public. Mila ouvrit la boîte avec des doigts tremblants. La bague était éblouissante, un diamant solitaire qui captait la lumière et la multipliait en un millier de reflets. C'était le genre de bijou qu'on voyait dans les magazines, pas à la main de filles comme elle. C'est magnifique, chuchota T.L. en touchant la pierre froide. C'est un mensonge, corrigea T.Il., sa voix tranchante à nouveau. Tout comme le reste. Ne l'oubliez jamais. Elle referma la boîte d'un coup sec, la fourrant dans son sac. Quand commençons-nous? Maintenant. Elliot se leva, contournant le bureau. De près, il était encore plus intimidant. Grand, large, remplissant l'espace d'une manière qui raréfiait l'air. Nous dînons avec ma famille demain. Mon chauffeur passera vous prendre à 6 heures. Portez quelque chose d'approprié. Mila se leva aussi, se forçant à soutenir ce regard de glace. Et où exactement dînerons-nous? Au domaine familial, dans le nord de l'État. Il marqua une pause, l'étudiant. Préparez-vous, Mila. Ma famille n'est pas accueillante. Il y avait un avertissement dans ces mots, ou peut-être une excuse anticipée. Elle hocha la tête, se tournant pour partir, mais alors que sa main touchait la poignée, sa voix l'arrêta. Mila? Elle regarda par-dessus son épaule. Merci. Le mot semblait étrange venant de lui, comme s'il n'avait pas l'habitude de le prononcer. De ne pas vous être enfui. Et à cet instant, alors que leurs yeux se croisaient à travers l'espace qui les séparait, quelque chose bascula. Pas de l'amour, pas même de l'attraction, mais la reconnaissance de deux âmes également perdues, prétendant avoir le contrôle. Elle partit sans répondre, mais son cœur battait de façon erratique. 3 semaines. Que pouvait-il bien se passer en 3 semaines? La nuit tomba sur Manhattan comme une lourde cape, et Mila n'avait toujours pas pleinement assimilé ce qui s'était passé dans ce bureau. Assise dans le minuscule appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires qu'elle connaissait à peine, elle tenait l'écrin de velours entre ses doigts comme s'il s'agissait d'une grenade sur le point d'exploser. Le diamant étincelait sous la lumière jaunâtre de la lampe bon marché, un contraste brutal avec la réalité qui l'entourait. Les murs écaillés, les meubles d'occasion, l'odeur persistante de moisissure qu'aucun produit d'entretien ne pouvait éliminer. Qu'est-ce que j'ai fait? La question résonnait dans son esprit depuis qu'elle avait quitté l'immeuble. Elle avait menti, pas par malice, mais par omission. Elle avait laissé un homme puissant croire qu'elle était quelqu'un d'autre, et pire,
elle avait accepté de continuer ce mensonge pendant 3 semaines entières. Le téléphone vibra, la faisant sursauter. Numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Carter. La voix était féminine, professionnelle, efficace. Ici Rebecca, l'assistante de Monsieur Grayson. Il m'a demandé de confirmer certains détails. Le chauffeur sera à votre adresse demain à 6 heures précises. Soyez prête, s'il vous plaît. Monsieur Grayson ne tolère pas les retards. Oui, je serai prête. Excellent. J'ai également pris la liberté d'envoyer quelques options vestimentaires appropriées pour le dîner. Elles devraient arriver dans la matinée. Monsieur Grayson a insisté pour que vous ne vous souciez pas des dépenses. Mila serra les yeux, ressentant un mélange de gratitude et d'humiliation. Ce n'était pas nécessaire. Il a été très clair, mademoiselle Carter. Bonne soirée. L'appel se termina avant que Mila ne puisse répondre. Elle jeta le téléphone sur le canapé usé et enfouit son visage dans ses mains. C'est réel. C'est vraiment en train d'arriver. Le lendemain matin, 3 énormes boîtes arrivèrent, chacune marquée des logos de boutiques que Mila ne connaissait qu'à travers les vitrines devant lesquelles elle se hâtait. À l'intérieur, des robes qui semblaient faites de rêves, des soies qui glissaient entre ses doigts, des couleurs profondes qui accrochaient la lumière, des coupes promettant de transformer son corps ordinaire en quelque chose digne des projecteurs. Elle choisit une robe vert émeraude à manches longues, élégante mais sobre. Lorsqu'elle l'enfila, elle se reconnut à peine dans le miroir embué de la salle de bain. La femme qui la regardait avait les épaules droites, le menton levé, des yeux qui dissimulaient la peur sous un masque de détermination. « Tu peux le faire » chuchota-t-elle à son reflet. « C'est juste un jeu. 3 semaines et c'est fini. » À 6 heures précises, une Mercedes noire s'arrêta devant l'immeuble. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage inexpressif, ouvrit la portière arrière sans dire un mot. Mila monta, s'enfonçant dans le cuir souple qui sentait l'argent et le pouvoir. Le trajet dura près de 2 heures. Manhattan disparut derrière eux, remplacé par des banlieues, puis par des forêts denses et des routes sinueuses. Le soleil s'était complètement couché lorsqu'ils atteignirent un énorme portail en fer forgé. Au-delà, un manoir en pierre se dressait comme une bête endormie, ses fenêtres éclairées clignotant comme des yeux vigilants. Mila sortit de la voiture, et le froid la frappa immédiatement, pas seulement le froid de l'hiver, mais quelque chose de plus profond, comme si la propriété elle-même exhalait une atmosphère glaciale. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la neige fraîche couvrant le chemin de pierre. La porte principale s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Elliot se tenait là, portant un pull en cachemire gris foncé sur un pantalon habillé. Sans le costume formel, il semblait différent. Toujours intimidant, mais il y avait une douceur sur les bords qui n'existait pas au bureau, ou peut-être était-ce simplement la lumière dorée de l'entrée jouant avec ses traits. « Vous êtes venu. » Il y avait une surprise sincère dans sa voix. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas? J'espérais un peu que vous auriez retrouvé votre bon sens. » L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle voyait chez lui. Entrez, avant de mourir de froid. L'intérieur était exactement ce qu'elle avait imaginé, un luxe froid et impersonnel. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, des tapis persans couvraient les sols en marbre, des peintures qui coûtaient probablement plus cher que sa vie entière ornaient les murs. Mais il n'y avait aucune chaleur, aucune photo de famille souriante, aucun objet personnel, rien pour suggérer que de vraies personnes vivaient là. « Ils sont dans la salle à manger, » dit Elliot, sa voix résonnant dans le hall vide. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit de l'hésitation dans ses yeux. « Avant d'entrer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Ma mère. Elle va essayer de vous déstabiliser. C'est ce qu'elle fait. Elle posera des questions personnelles, cherchera des incohérences, vous testera de toutes les manières possibles. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Ne la laissez pas voir votre peur. Elle s'en nourrit. » Mila leva le menton, soutenant son regard. « Et que devrais-je lui laisser voir ?» Elliot étudia son visage pendant un long moment, comme s'il mémorisait chaque détail. « De la confiance. Comme si vous méritiez d'être ici autant que n'importe lequel d'entre eux. Mais je ne le mérite pas. Aucun de nous ne le mérite, Mila. La différence, c'est qu'il croit le mériter. » Il tendit la main. « Prête ?» Elle regarda sa main, large,
forte, aux veines visibles sous la peau. Lorsque leurs doigts s'entrelacèrent, elle sentit sa chaleur passer à travers le contact, remontant le long de son bras comme un courant électrique. Il la tira doucement vers lui, puis fit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Sa main libre s'éleva, ses doigts effleurant légèrement le creux de ses reins, s'y installant avec une familiarité qui n'existait pas entre eux. Le toucher était ferme, possessif, mais étrangement réconfortant. « Ils doivent croire que nous sommes réels », murmura-t-il près de son oreille, sa voix basse et rauque. « Alors agissez comme si vous vouliez ma main sur vous. Comme si chaque contact était naturel. » Le cœur de Mila battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Et si je ne sais pas comment faire ça ? Alors faites semblant. Comme je l'ai dit, je suis très doué pour faire semblant. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que peut-être, il ne faisait pas autant semblant qu'il le prétendait. Ils marchèrent ensemble dans le couloir, ses pas à elle silencieux sur le marbre, les siens fermes et décisifs. La main dans le creux de son dos ne la quitta jamais, et Mila se demanda s'il réalisait à quel point ce simple contact la maintenait ancrée, l'empêchant de fuir. Les doubles portes de la salle à manger s'ouvrirent, révélant une table assez longue pour accueillir 20 personnes, mais avec seulement 3 places occupées. Au centre, une femme aux cheveux argentés parfaitement tirés en chignon portait une robe en soie bleu marine. Son visage était beau mais froid, sculpté dans des lignes qui suggéraient des décennies de désapprobation soigneusement cultivées. À côté d'elle, un homme plus âgé aux lunettes à monture dorée leva à peine les yeux de sa tablette, et à l'autre bout, une femme plus jeune, peut-être quelques années de plus que Mila, observait avec un sourire tranchant qui n'atteignait pas ses yeux. « Mère, » dit Elliot, sa voix parfaitement contrôlée. « Voici Mila Carter. »« Mila, ma mère, Victoria Grayson. » Victoria se leva lentement, son regard balayant Mila de la tête aux pieds avec la précision d'un scanner médical. « Alors vous êtes la fameuse fiancée qui a finalement accepté d'honorer l'arrangement de nos parents. » Sa voix était douce comme du miel empoisonné. « Je dois dire que vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais. » Différente comment ? Mila entendit sa propre voix, étonnamment stable. Plus jeune, plus commune. Victoria sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. « Mais je suppose que c'est exactement pour cela qu'Elliot vous a choisi, n'est-ce pas, ma chère ? Quelqu'un de facile à écarter quand tout cela sera fini. » La main d'Elliot pressa légèrement le bas du dos de Mila, un avertissement ou peut-être une excuse silencieuse. « Mère, s'il te plaît » sa voix avait un tranchant d'acier et Mila est mon invitée. Traite-la avec respect. « Oh, mais bien sûr. » Victoria se rassit avec grâce. « Asseyez-vous, ma chère. Apprenons à mieux vous connaître. Après tout, vous ferez partie de cette famille. Temporairement. » Mila s'assit, et Elliot tira la chaise à côté d'elle, s'asseyant si près que leurs cuisses se touchaient presque sous la table. Le dîner commença, et avec lui, l'interrogatoire. « Alors, Mila, où vivent vos parents ? » Ils sont décédés il y a 5 ans. Oh. Victoria ne sembla pas le moins du monde ébranlée. Comme c'est pratique. Pas de famille pour assister au mariage, je suppose. Mère. La voix d'Elliot était une mise en garde, mais Victoria l'ignora. Et que faisiez-vous avant d'accepter cet arrangement ? Mila prit une profonde inspiration. Ne la laisse pas voir ta peur. Je travaillais en intérim dans des bureaux. Rien de glamour, mais c'était honnête. Honnête. Victoria savoura le mot comme s'il était acide. Quelle vertu charmante. Et dites-moi, qu'est-ce qu'une fille qui fait de l'intérim voit chez mon fils, à part son compte en banque, bien sûr. Le silence qui suivit était épais comme du béton. Mila sentait tous les regards sur elle, la testant, attendant qu'elle échoue. Alors, sans réfléchir, elle posa sa main sur celle d'Elliot sur la table. Je vois un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules, et qui ne demande jamais d'aide. Qui prétend être froid parce que c'est plus facile que de laisser les gens voir qu'il se soucie des autres. Qui elle regarda Elliot, et pendant un instant oublia qu'elle jouait la comédie et mérite d'être aimée pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut offrir. Le silence était maintenant différent. Chargé. Elliot retourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et lorsque leurs yeux se rencontrèrent, il y avait quelque chose là qui n'était pas de la simulation. Intéressant, murmura Victoria, observant l'échange avec des yeux de faucon. Très intéressant. Le reste du dîner passa dans un brouillard de questions et de réponses,
De regards évaluateurs, de silence pesant, mais la main d'Elliot ne lâcha jamais la sienne. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, Victoria arrêta Mila à la porte. « Une dernière chose, ma chère. » Elle se pencha, sa voix assez basse pour que seule Mila puisse l'entendre. « Quel que soit votre petit jeu, ne pensez pas une seule seconde que vous pouvez duper une Grayson. Je vois exactement ce que vous êtes. » Mila soutint ses yeux froids sans ciller. « Alors voyez ceci aussi. Je ne vais nulle part tant qu'Elliot ne le voudra pas. » Quelque chose passa sur le visage de Victoria. Du respect? De la colère? C'était impossible à dire. Dehors, sous le ciel froid et étoilé, Elliot lâcha enfin sa main. « Vous vous êtes bien débrouillé là-dedans. Ma mère me déteste. Elle déteste tout le monde. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression. « Ce que vous avez dit. Sur le fait de me voir. Faisiez-vous juste semblant? » Mila aurait dû dire oui, aurait dû maintenir la distance de sécurité entre eux. Au lieu de cela, elle dit « Et si ce n'était pas le cas ?» L'air entrechangea, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec des contrats ou des arrangements. Elliot fit un pas en avant, comblant l'espace. Sa main s'éleva, brossant doucement une mèche de cheveux de son visage, ses doigts effleurant sa peau et laissant une traînée de feu. « Alors nous sommes en terrain très dangereux, Mila Carter. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que, chuchota Teil, sa voix rauque et basse, je pourrais bien vous voir aussi. » Et là, sous le clair de lune et le poids d'un millier d'étoiles, quelque chose commença, quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait contrôler. Le lendemain matin arriva enveloppé de brume et de silence. Mila se réveilla dans une chambre qui n'était pas la sienne, une vaste suite au haut plafond, aux meubles en cerisier sombre et aux énormes fenêtres donnant sur des jardins couverts de neige. Tout était beau et étouffant à la fois, comme être à l'intérieur d'un tableau qu'on ne peut pas toucher. Elle ne se souvenait pas avoir accepté de passer la nuit au manoir Grayson, mais après le dîner, Elliot avait simplement annoncé qu'il était trop tard pour retourner à Manhattan, et Rebecca avait déjà préparé une chambre pour elle. Il n'y avait pas eu de discussion, pas de choix. Enveloppée dans un peignoir en soie qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, Mila marcha vers la fenêtre. En bas, elle vit Elliot. Il se tenait dans le jardin arrière, ne portant qu'un sweat à capuche gris malgré le froid mordant, les mains enfoncées dans les poches, fixant l'horizon comme s'il cherchait des réponses quelque part entre les arbres nus et le ciel de plomb. Il y avait quelque chose de profondément solitaire dans cette image, un homme entouré de tout mais n'appartenant à rien. Une demi-heure plus tard, Mila descendit les escaliers, guidée par l'odeur du café frais venant de la cuisine. Le manoir était encore plus impressionnant à la lumière du jour. Chaque pièce semblait sortie d'un magazine d'architecture, impeccable et impersonnel, peintures coûteuses, meubles d'époque, tout parfaitement positionné, mais il n'y avait aucune photo de famille souriante, aucun jouet oublié d'une enfance heureuse, aucun signe que l'amour ait jamais habité ces couloirs. Dans la cuisine, elle trouva Elliot assis sur l'îlot en marbre, une tasse de café fumant entre ses mains. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un bref instant, quelque chose comme du soulagement traversa son visage. « Vous ne vous êtes pas enfui pendant la nuit. » Ce n'était pas une question, mais il y avait une vulnérabilité cachée dans ses mots. « J'y ai pensé », admit Mila en se versant du café. Le liquide sombre était fort et amer, exactement ce dont elle avait besoin. Mais ensuite je me suis souvenu que j'avais signé un contrat invisible avec le diable. Un sourire authentique, petit mais réel, toucha ses lèvres. Le diable? C'est un peu dramatique. Vraiment? Votre mère m'a pratiquement disséqué hier soir. Elle fait ça à tout le monde. Elliot prit une gorgée de café, ses yeux fixés sur elle par-dessus le bord de la tasse. Mais vous avez tenu bon. Ce n'est pas facile d'affronter Victoria Grayson et d'en sortir entier. Mila s'assit sur le tabouret à côté de lui, ne laissant que quelques centimètres entre leurs corps. C'était trop proche pour des étrangers, mais trop loin pour ce qu'ils prétendaient être. Puis-je vous demander quelque chose? Ça dépend de la question. Pourquoi faites-vous vraiment ça? Toute cette mascarade de mariage arrangé? Elliot resta silencieux si longtemps que Mila pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse et lourde de quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement, il dit. Parce que mon père a passé sa vie à bâtir un empire, et ma mère a passé la sienne à protéger l'image de cet empire. Et quand il est mort il y a 2 ans, il m'a laissé une condition dans son testament.
me marier avant mon 35e anniversaire, ou perdre le contrôle de l'entreprise au profit d'un conseil d'actionnaires qui détruira tout ce qu'il a construit. Et vous allez avoir 35 ans. Le mois prochain. Le 28 décembre. Il laissa échapper un rire amer. Mon père a toujours eu un sens de l'humour cruel. Il savait que je ne me marierais jamais par amour. Alors il a décidé de me forcer à me marier par devoir. Mila sentit le poids de ces mots. Mais pourquoi faire semblant? Pourquoi ne pas vraiment se marier? Elliot se tourna complètement vers elle, et l'intensité de ses yeux la prit au dépourvu. Parce que le vrai mariage signifie la vulnérabilité, signifie donner à quelqu'un le pouvoir de vous détruire. Et j'ai déjà été détruit une fois, Mila. Je n'ai pas l'intention de répéter l'expérience. Il y avait une histoire là-dessous, de vieilles blessures saignant encore sous la surface. Mila voulait demander, mais quelque chose dans son expression lui fit ravaler ses mots. Et vous, demanda Elliot, sa voix s'adoucissant. Pourquoi une fille comme vous accepterait-elle de prétendre être la fiancée d'un étranger? Une fille comme moi? Mila haussa un sourcil. Attention, Elliot. Vous commencez à ressembler à votre mère. Il eut la décence d'avoir l'air embarrassé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Juste. Vous ne semblez pas être le genre de personne qui ferait ça pour de l'argent. Tout le monde a un prix. Les mots sortirent plus tranchants qu'elle ne le voulait. Le mien est de pouvoir payer les factures et d'avoir un endroit où dormir sans m'inquiéter de me réveiller avec un avis d'expulsion sur la porte. Le silence qui suivit était lourd d'une compréhension mutuelle. Deux étrangers, faisant tous deux ce qu'ils devaient pour survivre dans un monde qui n'avait aucune pitié pour les faibles. Vous savez, dit Elliot, sa voix basse et pensive, peut-être que nous ne sommes pas si différents après tout. Avant que Mila ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et Victoria entra, portant un tailleur en tweed beige impeccable comme si elle était sur le point de présider un conseil d'administration. Ses yeux balayèrent la scène, les deux assis si près, les tasses de café, l'intimité décontractée, et quelque chose de vif traversa son visage. Quelle charmante scène domestique, dit-elle, sa voix douce comme de l'arsenic. Elliot, chéri, tu as oublié que nous avons le déjeuner de charité aujourd'hui. Tous les Grayson doivent y assister. C'est la tradition. Elliot ferma brièvement les yeux, comme s'il rassemblait sa patience. Mère, je t'ai dit hier que je n'irai pas. Et je t'ai dit que ta présence n'est pas optionnelle. Surtout maintenant que tu as une fiancée à présenter à la société. Victoria sourit à Mila, mais il n'y avait aucune chaleur. Avez-vous quelque chose d'approprié à porter, ma chère? L'événement a lieu dans un club très exclusif. Nous ne voudrions pas que vous vous sentiez déplacé. L'implication était claire comme de l'eau de roche, vous n'appartenez pas à notre monde. Mais avant que Mila ne puisse répondre, Elliot se leva, se plaçant entre elle et Victoria. Mila portera ce qu'elle veut, et quiconque a un problème avec ça pourra s'adresser à moi directement. Victoria étudia son fils avec des yeux calculateurs. Mon Dieu! Tu prends vraiment ça au sérieux, n'est-ce pas? Je me demande, elle inclina la tête, si c'est toujours à propos du testament, ou s'il se passe autre chose ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste que ça commence à avoir l'air un peu trop réel, chérie. Sois prudent. Les filles comme elles sont intelligentes. Elles savent exactement comment utiliser les hommes comme toi. La colère flamba dans les veines de Mila. Elle se leva pour faire face à Victoria sans ciller. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Grayson, vous ne me connaissez pas. Et si c'était le cas, vous sauriez que je n'ai besoin d'utiliser personne. Je peux prendre soin de moi-même. Oh, je suis sûr que vous le pouvez. Victoria sourit, mais c'était un sourire de prédateur. C'est exactement ce qui m'inquiète. Elle quitta la cuisine avec une posture de reine, laissant un silence épais derrière elle. Elliot se tourna vers Mila, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de l'admiration mêlée à de l'inquiétude. Vous n'étiez pas obligé de. Si, je l'étais. Mila croisa les bras. Elle vous utilisait pour me rabaisser. Je ne vais pas rester là pendant que quelqu'un fait ça. Pendant un long moment, Elliot la regarda simplement comme s'il la voyait pour la première fois. Puis, lentement, il tendit la main et toucha son visage, juste un effleurement léger, ses doigts frôlant sa joue avec une douceur qui contrastait complètement avec la tension du moment. Merci, chuchota Théil. Le contact ne dura que quelques secondes,
mais laissa la peau de Mila picoter là où il l'avait touchée. Lorsqu'il se recula, l'air entre eux semblait chargé d'électricité. Le déjeuner de charité était exactement le genre d'événement que Mila avait toujours imaginé sans jamais le vivre. Un yacht club sur l'Hudson River, avec des salles au plafond ornées de lustres en cristal, des tables couvertes de lin blanc, et des femmes portant des bijoux qui pourraient probablement financer l'éducation complète d'un enfant. Mila portait une robe bleu marine que Rebecca avait envoyée élégante mais sobre, parfaitement appropriée mais délibérément simple. Elle se sentait comme une actrice sur une scène, récitant des répliques qu'elle n'avait pas écrites. Elliot resta à ses côtés tout le temps. Sa main quittait rarement le creux de son dos, ce contact possessif et protecteur qui devenait trop familier. Chaque fois que quelqu'un s'approchait pour les saluer, il la tirait un peu plus près, comme pour marquer son territoire. Alors voici le fameux Elliot Grayson, enfin dompté. Un homme d'âge moyen au sourire de requin s'approcha, une flûte de champagne à la main. Et qui est l'heureux élu qui a réussi à attraper le célibataire le plus convoité de New York? Mila Carter, répondit Elliot avant qu'elle ne puisse parler. Ma fiancée. Le mot fiancée sonnait étrange et intime à la fois, comme si en le disant à voix haute, il rendait le mensonge un peu plus réel. Enchanté. L'homme prit la main de Mila et la baisa, s'attardant une seconde de plus qu'il n'était convenable. Vous êtes une femme chanceuse, mademoiselle Carter. Elliot ici présent est une sacrée partie. Mila sentit Elliot se tendre à côté d'elle, ses doigts pressant légèrement sa taille. Il y avait quelque chose de primal dans cette réaction, de la jalousie déguisée en possession. En fait, dit Mila, sa voix parfaitement douce, je pense que nous sommes tous les deux chanceux. Elle regarda Elliot, et pendant un instant prétendit que c'était vrai. Qu'elle était vraiment sa fiancée, que son contact dans le bas de son dos signifiait quelque chose au-delà du théâtre, que ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui faisait battre son cœur voyaient plus qu'une simple actrice jouant un rôle. Et quand Elliot se pencha et pressa un baiser doux sur sa tempe, ses lèvres chaudes contre sa peau, son souffle effleurant ses cheveux, Mila oublia comment faire semblant, parce que cela semblait trop réel, cela semblait dangereux, cela ressemblait au début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Plus tard cette nuit-là, de retour au manoir, Mila se tenait devant la fenêtre de sa suite, regardant la neige recommencer à tomber. Des flocons délicats dansaient dans l'air comme des étoiles filantes, couvrant le monde d'un blanc pur. Un coup léger à la porte la fit se retourner. Entrez. Elliot ouvrit la porte lentement, portant toujours le pantalon habillé et la chemise blanche du déjeuner, mais avec les premiers boutons défaits, les manches retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air fatigué, non pas physiquement, mais émotionnellement vidé, comme quelqu'un qui a passé la journée à porter un masque pesant des tonnes. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, dit-il, restant sur le seuil comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Je vais bien, fatigué mais ça va. Il hocha la tête mais ne fit pas mine de partir. Au lieu de cela, ses yeux trouvèrent les siens à travers l'espace qui les séparait. Vous avez été incroyable aujourd'hui, la façon dont vous avez géré ma mère, ces gens, vous avez donné l'impression que c'était facile. Ce n'était pas facile. Je sais. Il fit un pas dans la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Et c'est pour cela que je vous suis reconnaissant. Ils restèrent là, se regardant simplement, et Mila sentit l'air changer, devenir plus dense, plus chargé, vibrant de tout ce qui n'était pas dit. Elliot, chuchota-t-elle, qu'est-ce qu'on fait? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il traversa la pièce en 3 longues enjambées et s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mélangée à quelque chose de purement masculin. Je ne sais pas, admit-il, sa voix rauque, mais quoi que ce soit, je ne peux pas m'arrêter. Et alors sa main s'éleva, ses doigts glissant le long de son visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure avec une lenteur torturante. Ses yeux s'assombrirent, fixés sur sa bouche comme s'il mémorisait chaque courbe. Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il. Mais Mila ne dit rien, parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter non plus. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une danse étrange et délicate. 2 étrangers apprenant les pas d'une intimité qu'aucun d'eux n'avait prévue. Le manoir Grayson, autrefois froid et impersonnel, commença à sembler plus petit alors que la présence d'Elliot remplissait chaque pièce que Mila traversait. Elle se réveillait pour trouver du café frais déjà fait dans la cuisine, une tasse laissée à côté de la cafetière, avec une simple note d'une écriture forte, j'ai pris la liberté, de petits gestes qui ne faisaient pas partie du contrat, des gentillesses qui n'étaient pas requises, et pourtant il continuait de les faire.
Mila se surprit à prêter attention au bruit de la maison, le craquement spécifique de l'escalier quand Elliot descendait le matin, le son étouffé de sa voix lors des appels professionnels dans le bureau, le silence qui signifiait qu'il lisait près de la cheminée dans la bibliothèque. Elle mémorisait ces motifs comme s'ils étaient un langage secret que seuls eux deux parlaient. Un soir, après le dîner silencieux qu'ils partagèrent sous le regard vigilant de Victoria, Mila se retrouva aérée dans le manoir. Ses pieds nus s'enfonçaient dans le tapis moelleux alors qu'elle explorait des couloirs qu'elle ne connaissait pas encore. C'est ainsi qu'elle trouva la bibliothèque, une vaste pièce aux murs tapissés de livres du sol au plafond, une cheminée crépitante jetant des ombres dansantes sur les vieilles étagères. Et Elliot était là. Il était assis dans un fauteuil en cuir usé près du feu, un verre de whisky dans une main, un livre ouvert dans l'autre. La lumière dorée des flammes jouait sur son visage, adoucissant les lignes dures, révélant une version de lui que Mila soupçonnait peu de gens avoir le privilège de voir. Il leva les yeux quand elle entra, et quelque chose traversa son expression. De la surprise, du plaisir, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Impossible de dormir. Sa voix était plus douce que d'habitude, comme si lui aussi ressentait la qualité sacrée de ce moment silencieux. La maison est trop calme. Je suis habitué au bruit de New York. Les sirènes, les klaxons, les gens qui crient dans la rue. Mila s'approcha lentement, attirée par la chaleur du feu. Ici. Le silence est si fort que je peux entendre mes propres pensées. Et c'est mauvais? Ça dépend des pensées. Un petit sourire courba ses lèvres. Il ferma le livre et le posa de côté, puis indiqua le fauteuil à côté du sien. Asseyez-vous. Sauf si vous préférez être seul. Mila aurait dû dire oui. Qu'elle préférait ça. Elle aurait dû maintenir la distance de sécurité qui se dissolvait rapidement entre eux. Au lieu de cela, elle s'enfonça dans le fauteuil, sentant le cuir souple céder sous son poids. L'odeur du bois brûlé, du vieux papier et la légère note de whisky créaient une atmosphère enveloppante, presque hypnotique. « À quoi pensiez-vous » demanda Elliot après un moment, les yeux fixés sur le feu, mais son attention clairement sur elle. À quel point tout cela est étrange. Il y a une semaine, je postulais pour des emplois qui payaient à peine mes factures. Maintenant je suis assise dans un manoir, prétendant être fiancée à un homme que je connais à peine. Elle tourna la tête pour lui faire face. Ne trouvez-vous pas ça absurde? Absurde? Elliot considéra le mot, faisant tourner le whisky dans son verre. Peut-être. Mais toute la vie est absurde quand on s'arrête vraiment pour y penser. On naît, on lutte, on meurt, et entre-temps on fait semblant de savoir ce qu'on fait. C'est très pessimiste. Ou réaliste. Il prit une gorgée de sa boisson, et Mila observa le mouvement de sa gorge alors qu'il avalait, fasciné par ce petit détail intime. Mais ces derniers temps. Je me demande si l'absurde n'est pas la partie la plus intéressante. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une ouverture, une vulnérabilité, qui serra le cœur de Mila. Puis-je vous demander quelque chose? Vous demandez ça souvent. C'est parce que vous répondez rarement. Il rit, un son bas et authentique qui résonna dans la poitrine de Mila. C'est juste. Demandez. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Vraiment, je veux dire. Avant toute cette histoire de testament. Le rire mourut, et Elliot resta silencieux si longtemps que Mila pensa avoir franchi une ligne invisible. Puis, d'une voix si basse qu'elle dut se pencher pour entendre, il dit. Parce que je suis tombé amoureux une fois, quand j'avais 26 ans. Elle était tout ce que je croyais vouloir. Intelligente, belle, d'une bonne famille. Ma mère l'adorait, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Mila resta silencieuse, sentant que n'importe quel mot briserait le charme du moment. Nous avions prévu de nous marier. J'avais la bague. La date était fixée. Mon père était fier pour la première fois de sa vie. Elliot laissa échapper un rire amer. Et puis j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec mon meilleur ami, depuis des mois, tout en planifiant notre mariage, tout en me disant qu'elle m'aimait, tout en dormant dans mon lit. Elliot. La douleur dans sa voix était palpable. Le plus drôle? Il se tourna vers elle, et ses yeux étaient sombres de vieux souvenirs. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que c'était parce que je ne la voyais jamais vraiment, que j'étais tellement concentré sur la construction du futur parfait que j'oubliais de vivre dans le présent, que j'étais. Il hésita. Trop froid pour aimer vraiment. Mila sentit la colère brûler dans sa poitrine.
Pas contre lui, mais pour lui. Elle avait tort. Vraiment? Oui. Mila se leva et, sans réfléchir pleinement, s'agenouilla devant son fauteuil, posant ses mains sur les accoudoirs, le piégeant là avec son regard. Les gens froids ne font pas de café pour des inconnus. Ils ne mettent pas leurs mains dans le dos de quelqu'un pour que cette personne se sente en sécurité. Ils ne restent pas éveillés la nuit à lire parce qu'ils ne peuvent s'arrêter de penser. Elle se pencha plus près. Vous n'êtes pas froid, Elliot. Vous êtes prudent. Il y a une différence. Ses yeux s'élargirent légèrement, et pendant un moment interminable, ils se regardèrent simplement. La cheminée crépitait, le monde extérieur était couvert de neige et de silence, et là, dans ce petit espace chargé entre eux, quelque chose changea fondamentalement. La main d'Elliot s'éleva lentement, comme mue par sa propre volonté, et ses doigts touchèrent ses cheveux, écartant une mèche qui était tombée sur son visage, mais restant là, enroulant les mèches soyeuses autour de ses doigts comme si elles étaient précieuses. « Avez-vous une idée de ce que vous me faites ?» Sa voix était rauque, rugueuse d'une émotion contenue. « La même chose que ce que vous me faites, » chuchota Mila. Sa respiration devint plus lourde. Son pouce frôla sa joue, glissant lentement vers le bas pour toucher le coin de sa bouche. Le contact était léger comme une plume, mais brûlait comme du feu. « Ce n'était pas dans le contrat, dit-il, mais cela ne ressemblait pas à une plainte. Cela ressemblait à une confession. Je sais. Nous sommes censés juste faire semblant. Je sais. Alors pourquoi? Il ne finit pas la question, mais Mila comprit. Pourquoi cela semble-t-il si réel? Elle n'avait pas de réponse, alors au lieu de parler, elle leva la main et la posa sur la sienne, qui tenait toujours son visage. Leurs doigts s'entrelacèrent, et elle tourna légèrement le visage, pressant un baiser doux dans sa paume. Elliot ferma les yeux comme si le contact causait une douleur physique. Mila. Dites-moi d'arrêter, fit-elle écho à ses mots de la veille. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, ses doigts glissèrent à l'arrière de sa tête, se faufilant dans ses cheveux, et il la tira plus près. Pas agressivement, mais avec un besoin qu'il était impossible de feindre. Leur visage était à quelques centimètres. Elle pouvait sentir son souffle contre ses lèvres, pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, pouvait sentir son cœur battre la chamade sous sa chemise. Si nous faisons ça, chuchota Théil, ce ne sera plus juste faire semblant. Vous comprenez? Oui. Et vous le voulez quand même. En réponse, Mila combla la distance, mais au lieu de l'embrasser, elle pressa son front contre le sien, fermant les yeux, partageant juste ce moment. Souffle entrelacé, cœur battant au même rythme frénétique. Le monde réduit juste à eux deux. Pas ce soir, chuchota Théil. Quand ça arrivera, je ne veux pas que ce soit parce que nous sommes seuls la nuit et vulnérables. Je veux que ce soit parce que nous ne pouvons pas ne pas le faire. Elliot ouvrit les yeux, et ce que Mila y vit lui coupa le souffle du désir, oui, mais aussi du respect, de l'admiration, et quelque chose de dangereusement proche de la révérence. Vous êtes extraordinaire, dit-il, la voix épaisse. Je suis réel, corrigea-t-elle, et vous méritez quelque chose de réel aussi. Ils restèrent comme ça, front contre front, mains entrelacées, l'espace entre leurs lèvres chargé de promesses non tenues, jusqu'à ce que le feu commence à mourir et que l'horloge sonne minuit. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ce fut avec réticence, comme si chaque centimètre de distance causait une douleur physique. « Bonne nuit, Elliot, dit Mila en atteignant la porte. « Bonne nuit, Mila. » Mais ils savaient tous les deux qu'il n'y aurait rien de bon dans cette nuit. Juste des heures d'insomnie, revivant chaque contact, chaque regard, chaque mot non dit. Les jours suivants furent une douce torture. Elliot trouvait des raisons de la toucher, ajustant une mèche de cheveux derrière son oreille pendant le petit déjeuner, plaçant sa main dans le creux de son dos alors qu'il marchait dans la maison, effleurant ses doigts contre les siens en passant des documents. Chaque contact était assez innocent pour nier l'intention, mais assez chargé pour laisser sa peau picoter pendant des heures, et Mila rendait l'appareil, une main sur son épaule alors qu'elle passait derrière sa chaise, des doigts frôlant les siens en attrapant la même tasse. Des regards qui duraient une seconde de plus qu'ils ne le devraient. Ils jouaient avec le feu et le savaient tous les deux. Un après-midi, Mila était dans la cuisine essayant de comprendre comment fonctionnait la machine à café absurdement compliquée quand Elliot entra. Il s'arrêta sur le pas de la porte, la regardant lutter avec l'appareil, et un sourire amusé effleura ses lèvres. Besoin d'aide? Ce truc a été conçu par un génie du mal,
grommela Mila en appuyant sur des boutons au hasard. Elliot traversa la cuisine et s'arrêta derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps irradiant contre son dos, ses bras étendus de chaque côté d'elle, ses mains couvrant les siennes sur les commandes de la machine. Comme ça, murmura-t-il près de son oreille, sa voix basse et intime. Il guida ses mains à travers les mouvements corrects, mais Mila enregistra à peine ce qu'il faisait. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était le poids solide de lui derrière elle, son odeur, propre, masculine, avec une pointe d'eau de colonne coûteuse, l'enveloppant complètement. « Vous avez compris » demanda-t-il, mais il ne se recula pas. Mila tourna légèrement le visage, et soudain ses lèvres furent à quelques millimètres des siennes. « Le café ou vous » Son souffle se coupa. « Mila, dites-moi que vous ne ressentez pas ça » chuchota-t-elle. « Dites-moi que c'est juste moi. Vous savez que ce n'est pas juste vous. » Sa voix était tendue, contrôlée avec un effort visible. Mais cela complique tout. Peut-être que compliqué vaut mieux que faux. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser, vit la guerre se dérouler dans ses yeux, le désir combattant le contrôle, le besoin contre la raison. Mais alors il recula, mettant une distance physique entre eux, même si sa présence remplissait toujours l'air. « Le dîner est un accent grave 8 heures, dit-il, sa voix ayant retrouvé son ton formel. Ma mère a invité quelques amis de la famille. Et juste comme ça, le moment se brisa. Mais la tension demeurait, vibrant entre eux comme une corde tendue à son extrême limite, prête à rompre à tout instant. La nuit de la fête de Noël de la famille Grayson arriva, enveloppée d'anticipation et de neige fraîche. Le manoir, habituellement froid et silencieux, s'anima de lumière dorée dansant à chaque fenêtre, le son de la musique classique flottait dans les couloirs et le bourdonnement des voix raffinées résonnait dans les halls décorés de guirlandes de pins et de bougies parfumées. Mila se tenait dans sa suite, contemplant la robe que Rebecca avait envoyée, un velours lit de vin profond qui accrochait la lumière comme du sang précieux. C'était le genre de robe qui transformait une femme ordinaire en quelque chose de mémorable, quelque chose qui exigeait l'attention sans avoir à la demander. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remontait la fermeture éclair latérale. Lorsqu'elle se regarda enfin dans le miroir en pied, elle reconnut à peine la femme qui lui faisait face. La robe épousait chaque courbe avec une précision sophistiquée, l'encolure modeste mais suggestive, la jupe s'écoulant comme une eau sombre jusqu'à ses chevilles. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon bas et lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage. « Tu peux le faire » dit-elle à son reflet. « C'est juste une nuit de plus, juste un jeu de plus. » Mais même en le pensant, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Un coup léger à la porte la fit se retourner. « Entrez. » Elliot entra, et le monde sembla se rétrécir pour ne plus contenir que lui. Il portait un smoking noir impeccable qui semblait mouler sur son corps, les épaules larges remplissant parfaitement la veste, le nœud papillon ajusté avec précision, les cheveux peignés en arrière révélant la ligne forte de sa mâchoire. Mais ce fut le regard dans ses yeux lorsqu'il la vit qui fit s'arrêter le cœur de Mila. Il se figea à mi-pas, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, ses yeux s'assombrissant alors qu'il parcourait lentement sa silhouette. De ses talons hauts, remontant le long de ses jambes, sur sa taille, le long de son cou exposé, jusqu'à rencontrer enfin son visage. Mila. Sa voix sortit rauque, éraillée. Tu es. Bon sang, tu es éblouissante. La chaleur monta à son visage, mais elle soutint son regard. Tu n'es pas mal non plus. Un petit sourire, sincère et désarmant, toucha ses lèvres. Il traversa la pièce lentement, chaque pas délibéré, jusqu'à s'arrêter juste devant elle. Ses mains se levèrent, hésitant un instant, avant de se poser légèrement sur sa taille. « J'ai apporté quelque chose pour toi » dit-il en sortant une petite boîte noire de la poche intérieure de sa veste. « Elliot, tu n'as pas besoin de... » « Je sais, mais je le veux. » Il ouvrit la boîte, révélant un collier délicat, une chaîne en or blanc avec un pendentif solitaire en diamant qui captait la lumière comme une étoile captive. « Tourne-toi. » Mila obéit, sentant son cœur battre de manière erratique. À travers le miroir, elle le regarda s'approcher, le collier suspendu dans ses mains. Lorsqu'il le plaça autour de son cou, ses doigts effleurèrent sa peau, laissant une traînée de feu à chaque point de contact. Il attacha le fermoir avec des mouvements lents et délibérés, puis ses mains restèrent là, reposant légèrement sur ses épaules, ses pouces traçant de doux cercles contre sa peau nue. Leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir. « Parfait » murmura-t-il. Mais il ne regardait pas le collier. Il la regardait, elle. Mila se retourna,
et soudain ils étaient si proches qu'elle pouvait compter chaque cils, voir les éclats dorés dans ses yeux gris, sentir sa chaleur l'envelopper comme une étreinte. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi es-tu si gentil ?» « Parce que, dit Elliot, sa main se levant pour toucher son visage, son pouce effleurant sa joue, tu mérites la gentillesse, et parce que je... » Il hésita, comme si les mots suivants étaient une falaise de laquelle il s'apprêtait à sauter. « Parce que tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur que l'homme froid que je pensais être. » Avant que Mila ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse traiter le poids de ses mots, un coup sec à la porte les sépara comme des adolescents pris sur le fait. « Elliot, chéri. » La voix de Victoria traversa le bois. « Les invités arrivent. Tu dois descendre. » Elliot ferma brièvement les yeux, rassemblant son sang-froid. « Nous arrivons tout de suite, mère. » Les pas s'éloignèrent dans le couloir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la vulnérabilité d'il y a quelques instants était cachée derrière un masque de contrôle minutieux. « Prête pour le spectacle » demanda-t-il en offrant son bras. Mila glissa son bras sous le sien, sentant les muscles fermes sous le tissu du smoking. « Aussi prête que je peux l'être. » Le hall principal du manoir avait été transformé en un décor de conte de fées hivernales, un sapin de Noël géant dominait un coin, décoré d'ornements en cristal qui reflétaient la lumière de centaines de bougies. Des guirlandes de pins frais serpentaient le long des escaliers, libérant leur parfum résineux. Et partout, des gens et des femmes en robe de créateurs, des hommes en smoking, tous tenant des flûtes de champagne et arborant des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Lorsqu'Elliot et Mila descendirent l'escalier ensemble, les conversations s'apaisèrent. Les regards se tournèrent vers eux. Les murmures se propagèrent comme des ondes sur un lac. Victoria attendait au pied des marches, resplendissante dans une robe en soie champagne, un sourire tranchant sur ses lèvres parfaitement peintes. Ah, enfin! Tout le monde est impatient de rencontrer la mystérieuse fiancée de mon fils. Elle prononça le mot mystérieuse avec une pointe de venin. Elliot pressa légèrement la taille de Mila, un geste de soutien silencieux. Puis, d'une voix parfaitement modulée pour que tous l'entendent, il dit « Il n'y a rien de mystérieux à propos de Mila, mère. Elle est simplement la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Les murmures s'intensifièrent. Victoria haussa un sourcil, mais maintint son sourire. « Quelle charmante déclaration, chérie. Maintenant venez. Vous devez saluer les invités. » L'heure suivante passa dans un flou de poignées de main, de faux sourires et de questions invasives déguisées en intérêt poli. Mila répondit à tout avec une grâce apprise. Non, elle ne venait pas d'un milieu aisé. Oui, Elliot et elle étaient tombés amoureux rapidement. Non, ils n'avaient pas encore fixé de date officielle. Des mensonges tissés de fils de vérité. Et à travers tout cela, Elliot resta à ses côtés, une présence solide et protectrice, sa main ne quittant jamais le creux de ses reins, ses yeux cherchant constamment les siens comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Ce fut lorsque le quatuor à cordes commença à jouer une valse lente que Victoria fit son mouvement. « Elliot, chéri, tu devrais danser avec ta fiancée. C'est la tradition. » Son sourire était calculé. Après tout le monde regarde. C'était un défi, un test. Montrez-nous à quel point c'est réel. Elliot se tourna vers Mila, tendant la main. « M'accorderez-vous cette danse ?» Elle plaça sa main dans la sienne, et il la conduisit au centre du hall, où un espace avait été dégagé. Toutes les conversations cessèrent. Tous les yeux étaient braqués sur eux. Lorsqu'Elliot la tira dans ses bras, une main au creux de son dos, l'autre entrelacée avec la sienne, Mila oublia de respirer. Ils commencèrent à bouger, et c'était comme s'ils avaient dansé ensemble 1000 fois auparavant. Il la guidait avec une confiance tranquille, et elle suivait, leur corps trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux. « Tu danses bien » murmura-t-il, ses lèvres près de son oreille. « Toi aussi. » Elle leva les yeux, rencontrant ses iris gris, si proches, si intenses. « Où as-tu appris ?»« Leçons obligatoires quand j'étais enfant. Ma mère insistait pour que chaque Grayson sache se comporter en société. » Sa main se resserra légèrement sur son dos, l'attirant infinitésimalement plus près. Mais cela n'a jamais rien signifié jusqu'à maintenant. « Elliot. » « Je sais que nous faisons semblant, » l'interrompit-il, la voix basse et urgente. « Je sais que c'est temporaire, mais en ce moment, Mila, rien de tout cela ne semble faux. » Son cœur s'emballa. « Pour moi non plus, ça ne semble pas faux. » La musique continuait, mais ils avaient cessé de suivre les pas appropriés.
Maintenant, ils bougeaient simplement lentement, se balançant sur place, les yeux fixés l'un sur l'autre, le reste du monde devenant flou sur les bords. « Que allons-nous faire » chuchota Mila. « Je ne sais pas. » Sa main monta, ses doigts effleurant sa joue, traçant la ligne de sa mâchoire. « Mais je sais que je ne peux plus faire semblant que tu ne signifies rien pour moi. » Et alors la musique s'arrêta. Le silence qui suivit fut brisé par des applaudissements polis. Elliot et Mila se séparèrent lentement, comme s'ils s'éveillaient d'une transe, se rappelant soudain qu'ils étaient observés par 50 paires d'yeux curieux. Victoria s'approcha, son sourire acéré. Quelle charmante performance. Maintenant, Elliot, le maire est ici et aimerait te parler de ce projet à Brooklyn. C'était une tentative claire de les séparer. Elliot hésita, son regard passant de sa mère à Mila. Vas-y, dit doucement Mila. Je vais bien. À contre-cœur, il lâcha sa main et suivit Victoria. Mila le regarda être absorbée par la foule, ressentant la perte de sa présence comme un froid soudain. Elle erra dans le hall, saisissant une flûte de champagne au passage d'un serveur, essayant d'avoir l'air à l'aise alors que tout ce qu'elle voulait était de s'échapper vers le silence de sa suite. C'est alors qu'elle le vit. Suspendu à une arche ornée entre deux halls se trouvait un brin de buis, vert et délicat, attaché avec un ruban rouge, une vieille tradition, un symbole de romance et de promesse. Et Elliot se tenait juste en dessous. Il parlait avec un groupe d'hommes plus âgés, discutant clairement affaires, complètement inconscient de sa position. Mais alors ses yeux trouvèrent les siens à travers la distance, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance, un défi, une question. Mila traversa le hall lentement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les conversations autour d'eux diminuèrent à mesure que les gens réalisaient ce qui se passait. Elliot s'excusa auprès du groupe et fit un pas vers elle, la rencontrant exactement sous le buis. Ses yeux se levèrent, remarquant où il se tenait, et un petit sourire, espiègle et chaleureux, toucha ses lèvres. La tradition, cria quelqu'un dans la foule. Embrasse-la, renchérit une autre voix. Bientôt, tout le hall regardait, attendant. Victoria observait avec des yeux de faucon, cherchant le moindre signe de fausseté. Elliot regarda Mila, et dans ses yeux, elle vit la question. « Me fais-tu confiance ?» En réponse, elle fit un pas de plus. Ses mains à lui se levèrent, encadrant son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer, de nier, de maintenir la distance de sécurité. Mais Mila ne recula pas. Lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si le monde entier se dissolvait. Le baiser commença doucement. Une légère pression, presque révérencieuse, comme s'il mémorisait la forme de sa bouche. Mais ensuite ses mains glissèrent à l'arrière de sa tête, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, et le baiser s'approfondit. Il y avait de la faim là, un besoin contenu depuis trop de jours. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté qui lui vola son souffle, et lorsque sa langue effleura légèrement sa lèvre inférieure pour demander la permission, Mila s'ouvrit à lui sans hésitation. Le baiser était brûlant, intime, plein de tout ce qu'il n'avait pas osé dire. Mila oublia les gens qui regardaient, oublia l'accord, oublia tout sauf le goût de lui, whisky et quelque chose de purement masculin, et la façon dont il la tenait, comme si elle était précieuse et nécessaire à la fois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leur souffle était entrelacé, ses yeux sombres fixés sur les siens avec une intensité qui lui affaiblit les genoux. « Mila » chuchota-t-il, juste pour qu'elle entende. Ça, ce n'était pas de la comédie. « Je sais » répondit-elle, touchant ses lèvres de ses doigts, sentant encore son fantôme là. Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais Elliot et Mila les enregistrèrent à peine. Ils étaient piégés dans le regard de l'autre, dans la réalisation qu'ils venaient de franchir une ligne qui ne pouvait être refranchie, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Le lendemain matin arriva couvert d'un silence particulier, le genre que seule la neige fraîche peut créer, étouffant le monde dans un coton blanc et pur. Mila se réveilla avec les lèvres picotant encore du souvenir du baiser de la veille, le fantôme du toucher d'Elliot gravé sur sa peau comme une marque indélébile. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait ce moment sous le buis, la façon dont il l'avait tenue, comme si elle était simultanément fragile et essentielle, la façon dont ses yeux s'étaient assombris lorsqu'ils s'étaient séparés, promettant bien plus qu'un simple baiser ne pouvait livrer. Ce n'était pas de la comédie. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un mantra dangereux. Lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva la cuisine vide, mais il y avait une tasse de café chaud qui l'attendait,
et une note d'une écriture forte. Envie d'une promenade? Retrouve-moi dans les jardins. Mila s'habilla chaudement, pantalon en laine épaisse, un pull en cachemire emprunté qui sentait faiblement Elliot, bottes d'hiver et un lourd manteau. Lorsqu'elle franchit la porte arrière, l'air froid coupa ses poumons comme des lames de glace, mais il y avait une pureté en lui qui la fit respirer plus profondément. Le jardin s'était transformé pendant la nuit. La neige fraîche recouvrait tout, les buissons taillés, les statues de marbre, les chemins de pierre, créant un monde d'un blanc immaculé sous un ciel gris perle. Et là, debout près du portail qui menait à la forêt au-delà de la propriété, se trouvait Elliot. Il portait un manteau sombre sur un pull gris, les mains enfoncées dans ses poches, le visage légèrement rougi par le froid. Lorsqu'il la vit approcher, quelque chose dans son expression s'adoucit. Les lignes dures autour de ses yeux se détendirent, un petit sourire sincère toucha ses lèvres. « Tu es venu, dit-il, comme s'il y avait eu un doute. Tu as demandé. » Mila s'arrêta à côté de lui, leurs épaules se touchant presque. « De plus, je suis curieuse de savoir où nous allons. Il y a un sentier à travers la forêt. Je l'empruntais enfant chaque fois que j'avais besoin d'eux. S'échapper. » Il regarda les arbres nus devant eux, les branches couvertes de neige comme de la dentelle contre le ciel. « J'ai pensé que tu aimerais. » Ils commencèrent à marcher côte à côte, leurs pas s'enfonçant dans la neige avec des sons étouffés. Le silence entre eux était confortable, pas le genre chargé de tensions sexuelles des jours récents, mais quelque chose de plus profond, de plus intime. La camaraderie de deux personnes qui avaient vu au-delà des masques de l'autre. La forêt les avala rapidement, les grands pins créant une canopée naturelle qui filtrait la lumière pâle. L'odeur de pin frais et de terre humide remplissait l'air, et parfois un oiseau chantait depuis une branche cachée, sa voix résonnant dans le silence. À propos d'hier soir, commença Elliot après quelques minutes de silence. Sa voix était basse, prudente, comme s'il testait les mots avant de les libérer complètement. Je n'avais pas prévu ça. Le baiser? Oui, je veux dire je savais que je devrais t'embrasser à un moment donné. Cela fait partie de la mascarade, après tout. Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. La lumière filtrait à travers les branches, peignant des ombres sur son visage. Mais je n'avais pas prévu que ce soit. Comme ça. Comme quoi, demanda Mila, bien qu'elle sût exactement ce qu'il voulait dire. Réel. Le mot sortit comme une confession, lourd de sens. Mila, j'ai passé les 9 dernières années à construire des murs, à me convaincre que les émotions sont des faiblesses, que les connexions sont des vulnérabilités. Et puis tu arrives. Cette femme qui est entrée dans le mauvais bureau et a tout changé. Et soudain, tous ces murs que j'ai passé des années à construire s'effondrent. Le cœur de Mila battait contre ses côtes. Elliot. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il fit un pas de plus, ses bottes laissant des marques dans la neige entre eux. Je devrais te remercier de remplir le contrat, de si bien faire semblant que même ma mère commence à y croire. Mais la vérité est que je ne sais plus ce qui est fin et ce qui est réel, et cela me terrifie. Mila étudia son visage, la vulnérabilité brute qui s'y trouvait, la façon dont ses mains tremblaient légèrement, même enfoncées dans ses poches, la tension dans sa mâchoire, comme si chaque mot coûtait quelque chose de précieux. « Tu veux savoir ce qui me terrifie, dit-elle, sa propre voix tremblante. C'est que je ne sais plus non plus. Quand tu me touches, quand tu me regardes de cette façon, cela ne ressemble pas à une performance. J'ai l'impression d'être enfin vu, et je ne sais pas quoi faire de ça. » Alors nous sommes deux désastres, dit Elliot, un sourire triste touchant ses lèvres. Des désastres complémentaires. Mila fit un pas en avant, comblant la distance entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir sa chaleur combattre le froid environnant. Tu veux connaître la vérité sur moi, Elliot? La vérité que je ne dis jamais à personne. Il hocha la tête, ses yeux fixés sur les siens, avec une intensité qui la faisait se sentir exposée et en sécurité en même temps. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 21 ans. C'était la faute d'un conducteur ivre qui a fui les lieux. Ils ne l'ont jamais attrapé. Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu, comme si Elliot avait créé un espace sur rien qu'en demandant. J'étais à l'université, j'étudiais la littérature parce que je rêvais d'être écrivain, mais après leur mort, j'ai dû abandonner. Il n'y avait pas d'argent, pas de famille pour m'aider, alors j'ai passé les 5 dernières années à simplement survivre, sautant de boulot en boulot, d'appartement en appartement, toujours un pas devant le désastre. Elliot resta silencieux,
mais sa main sortit de sa poche et trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec une fermeté réconfortante. Je me suis convaincu que c'était tout ce que je méritais, continua Mila, les larmes brûlant ses yeux mais ne tombant pas, que les rêves étaient pour les gens avec des filets de sécurité, pas pour les orphelines qui pouvaient à peine payer leur loyer. Et puis j'ai accepté cet arrangement absurde parce que je pensais que c'était juste un autre moyen de survivre, juste un autre jeu temporaire. Et maintenant, demanda Elliot, la voix rauque. Maintenant, je suis terrifié parce que tu me donnes envie de rêver à nouveau. Tu me fais sentir que je pourrais être plus que quelqu'un qui survit. Elle leva les yeux, rencontrant ses iris gris qui la voyaient vraiment. Et quand ce sera fini, quand Noël sera passé et que je devrai retourner à ma vie, je ne sais pas comment je vais faire semblant que cela n'a pas compté. Pendant un long moment, Elliot la regarda simplement, et Mila vit la guerre se dérouler dans son expression, des années d'auto-préservation luttant contre le désir de laisser entrer quelqu'un à nouveau. Puis, lentement, il lâcha sa main et tint son visage entre ses paumes, l'inclinant vers le haut pour qu'elle ne puisse pas échapper à son regard. Peut-être, dit-il, chaque mot délibéré et lourd de sens, que cela n'a pas à se terminer. Peut-être que l'accord n'était qu'une excuse pour que nous nous rencontrions, et peut-être que ce que nous en faisons maintenant est notre choix, pas la volonté de ma mère ou de mon père ou de qui que ce soit d'autre. Le cœur de Mila s'arrêta. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne veux plus faire semblant. Je dis que quand je t'embrasse, je veux que ce soit parce que je ne peux pas ne pas le faire, pas parce qu'il y a des gens qui regardent. Son pouce effleura sa joue, essuyant une larme qui s'était finalement échappée. Je dis que tu me fais peur, Mila Carter, parce que cela fait 9 ans que je n'ai laissé personne s'approcher assez pour me détruire, mais toi. Tu es déjà là-dedans, et je n'ai aucune idée de comment te faire sortir. Et si tu n'avais pas à le faire, chuchota Mila. Me faire sortir. Son souffle se coupa, et pendant un moment interminable, le monde se réduisit juste à eux deux, debout dans une forêt silencieuse couverte de neige, entourés de témoins aux troncs sombres et aux branches nues, confessant des vérités qui changeaient tout. Mila, commença-t-il, mais alors ses pieds glissèrent sur la neige, sur une racine cachée. Elle essaya de s'équilibrer, mais le terrain inégal la trahit, sa cheville se tordit brutalement, une douleur aiguë explosant dans sa jambe, et elle tomba avec un cri étouffé. Mila. Elliot la rattrapa avant qu'elle ne touche complètement le sol, ses bras forts autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine. Ça va? Que s'est-il passé? Ma cheville, gémit-elle, essayant de mettre du poids dessus, et le regrettant immédiatement lorsque la douleur pulsa vicieusement. Bon sang, je crois que je me la suis tordue. Sans hésitation, Elliot la souleva dans ses bras, un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos, la portant comme si elle ne pesait rien. Le mouvement fut si fluide, si naturel, que pendant un instant Mila oublia la douleur dans sa cheville et se concentra uniquement sur la sensation d'être dans ses bras. « Je te ramène, dit-il, la voix tendue par l'inquiétude. Nous devons mettre de la glace là-dessus. Elliot, tu n'as pas besoin de me porter, je peux. Mila. Il la regarda, et l'intensité dans ses yeux la fit taire. Laisse-moi prendre soin de toi, s'il te plaît. Et c'est ce qu'elle fit. Elle enroula ses bras autour de son cou, enfouit son visage dans son manteau qui sentait le pain et la masculinité, et le laissa la porter à travers la neige jusqu'au manoir. Chaque pas qu'il faisait était ferme, protecteur. Elle pouvait sentir les muscles de ses bras se contracter pour la garder en sécurité, pouvait entendre sa respiration, contrôlée mais plus rapide, pouvait sentir son rythme cardiaque accélérer là où son corps pressait contre le sien. « Je suis désolée, murmura-t-elle contre son cou. Pourquoi? Pour avoir gâché le moment. Elliot s'arrêta de marcher une seconde, baissant les yeux pour rencontrer les siens. Tu n'as rien gâché, Mila. Au contraire, cela a juste rendu les choses plus réelles. La vraie vie est désordonnée. Les blessures arrivent. Mais cela ne change pas ce que j'ai dit là-bas. Sa voix s'adoucit. Cela ne change pas ce que je ressens. Et là, debout sur un sentier couvert de neige avec Mila dans ses bras, Elliot Grayson, l'homme qui avait passé des années à se convaincre que les émotions étaient des faiblesses, admit enfin la vérité qu'ils évitaient tous les deux. Ils ne faisaient plus semblant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le trajet de retour au manoir sembla simultanément interminable et trop rapide. Chaque pas d'Elliot était mesuré, prudent comme si Mila était faite de cristal fin qui pourrait se briser à tout mouvement brusque. Elle resta blottie contre sa poitrine, sentant sa chaleur pénétrer à travers les couches de vêtements, combattant le froid coupant de l'hiver.
Sa cheville palpitait d'une douleur persistante qui irradiait le long de sa jambe à chaque battement de cœur. Mila se mordit la lèvre, essayant de ne pas gémir, mais Elliot remarquait chaque fois qu'elle tressaillait. Ses bras se resserraient autour d'elle, comme s'ils pouvaient absorber la douleur par la proximité. Presque arrivé, murmura-t-il contre ses cheveux, la voix rauque et basse. « Tiens bon encore un peu. » Lorsqu'ils atteignirent enfin le manoir, Elliot ne l'emmena pas dans le hall principal ou le salon formel. Au lieu de cela, il monta le large escalier avec elle toujours dans ses bras, ses pas fermes malgré le poids, les muscles fléchissants mais ne faiblissant jamais. Il la porta directement dans sa suite, non pas celle qu'elle utilisait, mais la sienne. Mila n'aperçut que brièvement la pièce avant qu'il ne la dépose doucement sur le lit king size, couvert de drap en lin gris foncé. L'espace était masculin et minimaliste, couleurs neutres, lignes épurées, pas de désordre, mais il y avait de petits détails personnels qui révélaient l'homme derrière la façade, une pile de livres sur la table de chevet, une photographie encadrée d'un homme plus âgé qui devait être son père, une tasse de café à moitié pleine oubliée sur le bureau. « Ne bouge pas, » ordonna Elliot, sa voix portant cette autorité naturelle même alors qu'il s'agenouillait au pied du lit. Avec des mouvements étonnamment doux, il commença à délacer ses bottes, les retirant lentement pour ne pas aggraver sa cheville blessée. Lorsque ses doigts effleurèrent la peau exposée de la cheville de Mila, elle gémit, pas seulement de douleur mais de l'intimité de se toucher. Il y avait quelque chose de profondément vulnérable à le laisser prendre soin d'elle ainsi, à être complètement à la merci de sa gentillesse. « Ça gonfle déjà » murmura Elliot, ses doigts traçant légèrement autour de la zone enflée sans la toucher directement. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les siens, et ce qu'elle y vit lui fit oublier de respirer. Une inquiétude sincère mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus intense. « Je vais chercher de la glace et des bandages, ne pars pas. » Je ne prévoyais pas de courir un marathon, essaya de plaisanter Mila, mais sa voix sortit tremblante. Un petit sourire toucha ses lèvres. Drôle. Il se leva mais hésita, sa main s'avançant pour toucher brièvement son visage, un toucher si doux qu'il aurait pu être imaginé. « Je reviens tout de suite. » Il partit, et Mila se retrouva seule dans son lit, entourée de son odeur. Propre, masculine, avec des notes de bois de santal et quelque chose de purement Elliot. Elle s'appuya contre les oreillers, sentant la douceur du lin contre sa peau, et s'autorisa un instant à imaginer ce que ce serait de se réveiller ici chaque matin. Dangereux, l'avertit son esprit. Ne t'habitue pas à ça. C'est temporaire, tout ceci est temporaire. Mais son cœur n'écoutait pas. Elliot revint quelques minutes plus tard portant une trousse de premiers secours, un bol avec de la glace enveloppée dans des linges, et 2 tasses fumantes. Il plaça le tout sur la table de chevet avec une efficacité qui suggérait qu'il avait déjà fait cela auparavant. « Du thé » expliqua-t-il en lui offrant l'une des tasses. « Avec du miel. Ma grand-mère disait que le thé guérit tout, des cœurs brisés aux chevilles tordues. » Mila accepta la tasse, ses doigts effleurant les siens lors du transfert. Le liquide chaud descendit dans sa gorge, doux et réconfortant, répandant de la chaleur dans sa poitrine. Ta grand-mère était sage. Elle était la seule personne dans cette famille qui comprenait que l'argent n'achète pas le bonheur. Elliot s'assit sur le bord du lit, assez près pour que leurs cuisses se touchent presque. Elle t'aurait aimé. Comment le sais-tu? Parce qu'elle aimait les gens vrais, les gens qui ne cachaient pas qui ils étaient derrière des masques sociaux et de faux sourires. Il prit le sac de glace. Ça va faire mal. Désolé. Il plaça la glace doucement sur sa cheville, et Mila siffla au choc du froid contre la peau enflammée. Mais la douleur aiguë fit bientôt place à un engourdissement béni, et elle se détendit contre les oreillers. Elliot garda la glace en place d'une main, l'autre reposant légèrement sur son mollet, pas de manière sexuelle, mais réconfortante, ancrée. Ses pouces faisaient de doux cercles contre sa peau à travers la chaussette en laine. « Merci, » dit Mila doucement, « de prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. » Sa voix était basse, intime dans le calme de la chambre. « Prendre soin de toi ne ressemble pas à un fardeau, Mila. Cela semble juste. » L'air entrechangea, devenant plus dense, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Mila posa la tasse de thé et tendit la main, touchant son visage. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, sentant la légère rugosité de la barbe naissante, la fermeté de l'os sous la peau chaude. « Elliot, » chuchota-t-elle, « que faisons-nous » Il tourna légèrement le visage, pressant un baiser dans sa paume, doux, révérencieux, chargé de sens. « Quelque chose que nous regretterons probablement, »
ou quelque chose qui changera tout. Je ne sais pas encore lequel. Et si c'était les deux? Alors nous l'affrontons ensemble. Il retira la glace, la remplaçant par ses mains, si douces que Mila sentit à peine la pression alors qu'il commençait à envelopper sa cheville avec un bandage élastique. Chaque mouvement était précis, soigné, comme s'il avait fait cela 1000 fois. « Où as-tu appris à faire ça ?» demanda Mila en regardant ses doigts travailler. « Au pensionnat. J'ai joué au football pendant quelques années avant que ma mère ne décide que c'était trop commun pour un Grayson. » Il y avait de l'amertume dans sa voix. « Je me suis blessé plus que je ne suis fier de l'admettre. J'ai appris à prendre soin de moi parce que personne d'autre n'allait le faire. » La tristesse de ces mots brisa quelque chose à l'intérieur de Mila. Elle se redressa, ignorant la douleur dans sa cheville, et tint son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Tu n'es plus seul maintenant, dit-elle, chaque mot délibéré est vrai. Je suis là, et tant que je le suis, tu n'as pas à t'occuper de tout seul. » Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un moment, elle vit le garçon qu'il avait dû être. Seul dans un pensionnat coûteux, blessé et faisant semblant que cela ne faisait pas mal, construisant des murs parce que personne n'était là pour le tenir quand il tombait. Mila, sa voix sortit étranglée. « Tu n'as aucune idée de ce que ces mots signifient pour moi. Alors montre-moi. » Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Elliot finit d'envelopper sa cheville, fixant le bandage avec une précision professionnelle. Puis, au lieu de s'éloigner, il resta là, agenouillé au bord du lit, ses mains reposant sur son mollet, les yeux fixés sur les siens comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. « Si je te montre, dit-il, la voix rauque et basse, ce ne sera pas juste un moment. Ce sera tout, et je ne sais pas si je pourrai revenir en arrière après ça. Peut-être que je ne veux pas que tu reviennes en arrière. » Quelque chose se brisa en lui. Elle vit le moment exact où cela se produisit, dans la façon dont ses yeux s'assombrirent, sa respiration devint plus lourde, ses mains se resserrèrent légèrement sur sa jambe. Il bougea lentement, montant sur le lit jusqu'à être à côté d'elle, son corps large et solide prenant de l'espace, mais sans jamais presser, sans jamais exiger. Au lieu de cela, il s'allongea sur le côté, appuyé sur un coude, la regardant avec une intensité qui faisait battre son cœur de manière erratique. « Tu es si belle » chuchota Théil, sa main libre se levant pour toucher ses cheveux, les doigts glissant à travers les mèches comme s'il s'agissait de soie précieuse. « Pas seulement à l'extérieur, mais la façon dont tu parles, la façon dont tu défies ma mère, la façon dont tu n'as pas peur de me voir vraiment, et de ne pas t'enfuir. » Pourquoi m'enfuirais-je? Parce que je suis difficile, Mila. Contrôlant. Distant. J'ai un empire à diriger, et une famille qui te rendra la vie misérable si tu restes. Je viens avec tant de poids que la plupart des gens fuient avant même de tout savoir. Mila prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Une bonne chose que je ne sois pas la plupart des gens. Un sourire, sincère et dévastateur de beauté, illumina son visage. Non, tu ne le es définitivement pas. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, se regardant simplement, les mains entrelacées, les souffles se synchronisant. La cheville de Mila faisait encore mal, mais la douleur était lointaine maintenant, éclipsée par sa présence, sa chaleur, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose réelle dans un monde de fausseté. « Reste ici ce soir, dit soudain Elliot. Ce n'était pas un ordre, ni une demande sexuelle. C'était simplement un besoin. Pas parce que ta cheville est blessée, mais parce que je ne veux pas que tu partes. Pas encore. Elliot, je sais que c'est égoïste. Je sais que je complique tout. Mais Mila, j'ai passé 9 ans à dormir seul, à me convaincre que je préférais ça ainsi. Et maintenant, l'idée de toi dans une autre chambre, dans un autre lit, me semble insupportable. » Le cœur de Mila fondit complètement. « Juste dormir ? Juste dormir, promit-il. Tu es blessé, et je. Je veux juste prendre soin de toi, être près de toi, c'est tout. » C'était la vérité. Elle le vit dans ses yeux, dans la vulnérabilité brute de son expression, dans la façon dont sa main tremblait légèrement en touchant son visage. « D'accord, chuchota Mila. Je reste. » Le soulagement qui passa sur son visage fut dévastateur. Il pressa un baiser sur son front, doux, chaste, mais d'une certaine manière plus intime que n'importe quel baiser qu'ils avaient partagé. « Merci, murmura-t-il contre sa peau. Il l'aida à s'installer sous les couvertures, ajustant les oreillers pour surélever sa cheville,
s'assurant qu'elle était à l'aise avant de s'allonger à côté d'elle. Pas trop près, respectant toujours l'espace, toujours prudent, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, entendre sa respiration, savoir qu'elle n'était pas seule. La lumière du jour hivernal filtra à travers les rideaux, projetant des ombres douces à travers la pièce. Dehors, la neige continuait de tomber silencieusement, recouvrant le monde d'un blanc pur. Et là, dans son lit, avec sa cheville bandée et son cœur plein, Mila comprit enfin. Elle avait cessé de faire semblant il y a longtemps. Et Elliot aussi. Maintenant, tout ce qu'il restait, c'était de comprendre quoi faire de cette vérité dangereuse et merveilleuse. L'après-midi se fondit dans la nuit alors qu'il restait dans ce lit, sans dormir, mais existant dans un espace suspendu où le temps semblait avoir perdu son sens. Elliot avait appelé Rebecca, lui demandant d'envoyer de la nourriture dans la chambre, et d'informer Victoria qu'il ne descendrait pas dîner. Pas d'explication, pas d'excuse, juste une décision ferme que rien d'autre ne comptait au-delà d'être là avec Mila. Ils parlèrent de tout et de rien. Elliot raconta des histoires de son enfance solitaire dans ce vaste manoir, comment il se cachait dans la bibliothèque pour échapper aux attentes étouffantes. Mila partagea des souvenirs de ses parents, les bons avant l'accident, la douleur impossible après. Et lentement, couche par couche, ils ne retirèrent pas leurs vêtements mais leur défense. La cheville de Mila s'était améliorée avec la glace et le repos, la douleur aiguë réduite à un inconfort lancinant. Mais lorsqu'elle essaya de se lever pour aller aux toilettes, Elliot insista pour l'aider, son bras ferme autour de sa taille, soutenant son poids comme si elle ne pesait rien. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, » protesta Mila, alors qu'il la ramenait pratiquement au lit ensuite. « Je sais. » Il la plaça doucement contre les oreillers, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Mais je le veux. Laisse-moi vouloir prendre soin de toi, Mila. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, non pas possessif mais protecteur, non pas contrôlant mais doux, qui fit mourir tout argument dans sa gorge. La nuit tomba complètement, transformant les fenêtres en miroirs sombres qui ne reflétaient que l'intérieur chaleureux de la pièce. Elliot n'alluma qu'une lampe de chevet, projetant une douce lumière dorée qui transformait l'espace en quelque chose d'intime, presque sacré. Ils mangèrent le dîner que Rebecca avait envoyé, un repas simple mais délicieux, partageant le même plateau, leurs doigts se touchant occasionnellement en attrapant la même fourchette, de petits sourires échangés à chaque rencontre accidentelle. Ce fut après, lorsque le plateau fut mis de côté et que le silence descendit à nouveau, que quelque chose changea dans l'air. Il devint plus dense, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec l'inconfort, et tout à voir avec un désir contenu trop longtemps. Mila s'allongea sur le côté face à Elliot, qui imitait sa position. Entre eux, il n'y avait que quelques centimètres, un espace petit mais significatif, une dernière barrière qu'aucun n'avait franchie. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Mila, la voix basse dans la pénombre. « Toujours. Pourquoi m'as-tu vraiment amené dans ta chambre ?» La vérité. Elliot resta silencieux pendant un long moment, ses yeux cherchant les siens comme s'il cherchait la permission d'être complètement honnête. « Parce que si tu étais resté dans ta chambre, j'aurais passé la nuit entière à savoir que tu étais là toute seule et je n'aurais pas pu rester loin, et quand je serais venu te voir, ça n'aurait pas été juste pour soigner ta cheville. » Le cœur de Mila s'emballa. Et qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait été parce que je ne peux plus faire semblant de pouvoir vivre sans te toucher, sans t'embrasser, sans... Il hésita, sa voix devenant plus rauque. Sans t'avoir complètement. L'air entrevibra de la confession. Mila sentit chaque terminaison nerveuse de son corps s'éveiller, hyper consciente de sa proximité, de la chaleur émanant de son corps, de la façon dont ses yeux s'assombrissaient avec quelque chose de primal et de nécessaire. Elliot, chuchota-t-elle. Qui a dit que je voulais que tu fasses semblant? Quelque chose se brisa en lui. Elle vit le moment exact où le contrôle minutieux se défit, remplacé par un besoin brut. Sa main se leva, encadrant son visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure avec une pression qui fit se contracter son estomac. Si nous disons oui à cela, dit-il, chaque mot délibéré, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Tu comprends? Je ne pourrai pas te laisser partir après Noël comme si rien ne s'était passé. Je ne pourrai pas faire semblant que tu n'as pas tout changé. Peut-être, dit Mila en plaçant sa main sur la sienne, la pressant plus fort contre son visage, que je ne veux pas que tu me laisses partir. Son souffle se coupa, un battement de cœur, 2, 3, et puis il combla la distance. Le baiser fut différent de tout ce qu'ils avaient partagé auparavant. Il n'y avait pas de public cette fois, pas de performance,
juste une vérité brute et un désir contenu explosant comme un barrage rompu. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une faim urgente, sa langue traçant la couture de sa bouche demandant une entrée qu'elle donna immédiatement. Le baiser s'approfondit, devenant plus chaud, plus humide, plus désespéré. Ses mains étaient partout, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, glissant le long de son dos, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Mila gémit contre sa bouche, le son semblant briser quelque chose à l'intérieur de lui. Elliot roula, la plaçant sur le dos, son corps couvrant le sien, lourd et solide et parfaitement juste. Il soutenait son poids sur ses coudes pour éviter de l'écraser, mais ses hanches pressaient contre les siennes d'une manière qui ne laissait aucun doute sur combien il la désirait. Mila, halta-t-il contre ses lèvres, si tu veux arrêter dis-le maintenant, parce que dans une minute de plus je ne pourrai plus. En réponse, elle glissa ses mains sous son pull, sentant la peau chaude et les muscles fermes de son dos se contracter sous son toucher. Ne t'arrête pas, s'il te plaît ne t'arrête pas. Il s'assit à genoux au-dessus d'elle, et lentement, si lentement que c'était presque une torture, retira le pull par-dessus sa tête, révélant le corps qu'elle avait seulement imaginé. Il était magnifique, épaules larges, poitrine définie, des abdominaux ciselés qui suggéraient des heures à la salle de sport, mais il y avait aussi une fine cicatrice près de ses côtes, une imperfection qui le rendait réel, humain. Mila tendit la main, traçant la cicatrice de ses doigts. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Accident de football quand j'avais 16 ans, ça m'a coûté 4 points de suture. Sa voix était tendue, contrôlée avec un effort visible. Ma mère était furieuse, elle disait que les cicatrices étaient inacceptables. Je pense que c'est beau. Mila se pencha, pressant un doux baiser sur la marque argentée. Elliot trembla sous son toucher, les muscles de son abdomen se contractant. Tu me tues. Bien, parce que tu me tues depuis des jours. Il sourit, un sourire sombre et prometteur, puis ses mains allèrent à l'ourlet de son pull. Puis-je? Oui. Il la déshabilla lentement, avec révérence, comme s'il ouvrait le cadeau le plus précieux. D'abord le pull, puis la chemise fine en dessous, révélant un simple soutien-gorge en dentelle qui sembla soudain insuffisant sous son regard intense. Tu es si belle que ça fait mal à regarder, chuchota Théil, ses doigts traçant la courbe de ses seins au-dessus de la dentelle, glissant le long de sa taille, s'arrêtant au bouton de son pantalon. Chaque centimètre de toi est parfait. Elliot? Elle se cambra sous son toucher, le besoin pulsant à travers elle. Il défit les boutons avec une habileté qui suggérait l'expérience, mais lorsqu'il fit glisser le pantalon le long de ses jambes, prudent de sa cheville blessée, il y avait une révérence dans ses mouvements qui disait que c'était différent, qu'elle était différente. Lorsque Mila ne fut plus qu'en lingerie, vulnérable et exposée sous son regard, elle attendit une hésitation ou un jugement, mais ce qu'elle vit dans ses yeux était de l'adoration pure. Parfaite, répéta-t-il, se penchant pour embrasser son ventre, sa langue traçant un chemin de feu jusqu'à la vallée entre ses seins, absolument parfaite. Ses mains allèrent à sa ceinture, ses doigts maladroits d'urgence. Il l'aida, retirant le reste de ses vêtements jusqu'à ce qu'ils soient peau contre peau, rien n'entre sauf la chaleur et le besoin. Elliot s'arrêta, la regardant avec des yeux assombris par le désir, mais aussi par quelque chose de plus profond. Es-tu sûr? Mila. Si nous faisons cela. Mon corps réagit à chaque regard de ta part depuis des jours, Elliot, chuchota T.L., faisant écho aux mots qui appartenaient à ce moment. Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Quelque chose comme du soulagement et du triomphe passa sur son visage. Il fouilla dans le tiroir de la table de chevet, récupérant une protection, et Mila le regarda se préparer, admirant chaque ligne de son corps, chaque mouvement contrôlé. Lorsqu'il se positionna enfin entre ses jambes, il s'arrêta de nouveau. Si ça fait mal, si tu changes d'avis, je ne le ferai pas, elle attira son visage vers le bas, l'embrassant profondément. Je te veux, tout entier. Il entra lentement, si lentement que Mila eut envie de crier de frustration. Mais ensuite elle comprit. Il lui laissait le temps de s'ajuster, d'accepter, de devenir une partie de lui tout comme il devenait une partie d'elle. Lorsqu'il fut enfin complètement à l'intérieur, ils gémirent tous les deux, un son simultané de soulagement et de besoin satisfait. Dieu, Mila, halta-t-il contre son cou. Tu es parfaite. Tu es tout. Ils bougèrent ensemble, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux. Pas précipité mais urgent, pas désespéré mais nécessaire. Chaque mouvement était délibéré. Chaque toucher signifiait quelque chose. Leurs mains exploraient, mémorisaient, adoraient.
Leurs lèvres se rencontraient dans des baisers qui étaient plus des souffles partagés que de la technique. Mila sentit la tension monter, des spirales de plaisir se resserrant au centre de son être. Les doigts d'Elliot trouvèrent l'endroit exact entre leurs corps, bougeant en cercles précis qui firent rouler ses yeux en arrière. « Elliot, gémit elle, je ne peux pas, laisse-toi aller, chuchota Théil contre ses lèvres. Je te tiens. Laisse-toi aller pour moi. Et elle le fit. L'orgasme la traversa par vagues qui lui volèrent son souffle, son corps se cambrant sous le sien, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules alors que le plaisir explosait à travers chaque terminaison nerveuse. Elliot suivit quelques instants plus tard, son corps se raidissant, un gémissement guttural s'échappant de ses lèvres alors qu'il trouvait sa propre libération. Il s'effondra sur elle, puis roula sur le côté, l'attirant contre sa poitrine, tous deux haletants, en sueur, complètement rassasiés. Pendant de longues minutes, aucun ne parla. Ils existèrent simplement dans la lueur persistante, les doigts traçant des motifs paresseux sur la peau humide, les battements de cœur revenant lentement à la normale. Enfin un point Elliot brisa le silence. « Si c'est une erreur, dit-il, ses doigts glissant le long de son dos nu, c'est la seule que je veux commettre pour l'éternité. » Mila leva les yeux, croisant son regard dans la lueur dorée de la lampe. Et si ce n'était pas une erreur du tout? Si c'était exactement ce qui devait arriver? Il la tira contre lui, déposant un baiser sur son front. Alors nous avons trop de chance pour le mériter. Ils s'endormirent ainsi, entrelacés, complets, sachant qu'ils avaient franchi une ligne qui changeait tout. Et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Les jours qui suivirent cette nuit furent les plus heureux et les plus terrifiants que Mila ait jamais vécus. Elle et Elliot existaient dans une bulle fragile d'intimité, partageant des petits déjeuners avant l'aube, volant des baisers dans les couloirs quand personne ne regardait, passant des nuits entières emmêlés l'un à l'autre, tandis que le monde extérieur continuait de tourner sans eux. Mais la réalité, comme toujours, trouva le moyen de percer même la bulle la plus protégée. C'était la veille de Noël, le dernier jour de l'accord. Mila se réveilla seule dans le lit king-size d'Elliot. Le drap était encore chaud de son côté, mais vide. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux dans des tons gris et froids, et il y avait une qualité silencieuse dans l'air, comme si l'univers retenait son souffle en attendant la suite. Elle trouva un mot sur son oreiller, écrit de cette écriture forte qu'elle avait appris à reconnaître. Réunion urgente avec les avocats. De retour bientôt. Ne pars pas eux. Ne pars pas. Comme si elle le pouvait. Comme si quitter Elliot était aussi simple que de cesser de respirer. Mais alors qu'elle s'habillait lentement, ignorant la légère douleur qui persistait à sa cheville, la réalité commença à peser sur ses épaules comme du plomb. Le contrat l'avait clairement spécifié. Faire semblant d'être fiancé jusqu'à Noël, assister aux événements familiaux, sauver les apparences, puis partir. Elle n'avait jamais discuté avec Elliot de ce qui se passerait après. Ces dernières nuits, enveloppés l'un dans l'autre, chuchotant des aveux et des promesses dans l'obscurité, le sujet de l'avenir avait été soigneusement évité, comme si en parler risquait de rompre le charme et de les forcer à affronter l'impossible vérité. Mila descendit les escaliers lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Le manoir était étrangement calme. Aucun signe de Victoria. Aucun membre du personnel habituel. Juste le tic-tac hypnotique de l'horloge ancienne dans le hall, marquant les minutes jusqu'à minuit, jusqu'à Noël, jusqu'à la fin. Elle trouva Rebecca dans la cuisine, préparant du café avec une efficacité mécanique. « Bonjour, mademoiselle Carter, » dit Rebecca, son ton professionnel, mais avec une douceur sous-jacente qui n'existait pas il y a quelques semaines. « Monsieur Grayson m'a demandé de m'assurer que vous preniez votre petit déjeuner. Il craignait que vous ne mangiez pas. » Mila sourit, malgré l'oppression dans sa poitrine. Même lors de réunions urgentes, Elliot pensait à elle. « Merci, Rebecca. Savez-vous quand il sera de retour ?» Une lueur de pitié passa sur le visage de la femme plus âgée. « Je n'en suis pas sûr, mais il a laissé des instructions précises selon lesquelles vous ne deviez pas partir avant son retour. » Rebecca hésita, puis ajouta doucement. « Il n'a jamais été comme ça avec qui que ce soit, vous savez. En 20 ans de service pour cette famille, je n'ai jamais vu Monsieur Elliot tenir à quelqu'un comme il tient à vous. » Les mots auraient dû apporter du réconfort. Au lieu de cela, ils ne rendirent tout que plus douloureux. Les heures s'étiraient comme du sirop. Midi vint et passa. Puis l'après-midi. Elliot ne revint pas, mais envoya des messages. Des excuses rapides concernant des complications juridiques,
des promesses qu'il serait bientôt de retour, des rappels constants qu'elle devait rester. Mila erra dans le manoir comme un fantôme, chaque pièce étant désormais chargée de souvenirs, la bibliothèque où ils avaient failli s'embrasser pour la première fois, la cuisine où il lui avait appris à utiliser cette maudite machine à café, le couloir où il l'avait rattrapé dans ses bras après l'accident. Ce fut dans son bureau, un endroit où elle entrait rarement, qu'elle trouva le dossier. Il gisait ouvert sur le bureau en acajou foncé, des documents éparpillés dans un désordre suggérant qu'Elliot était parti à la hâte. Et là, au sommet de la pile, se trouvait le contrat original. Mila savait qu'elle ne devait pas le lire, savait que c'était une atteinte à la vie privée, mais ses mains bougèrent d'elles-mêmes, saisissant le document, ses yeux parcourant les lignes de jargon juridique jusqu'à ce qu'elle trouve la section pertinente. À l'issue de la période spécifiée, le 25 décembre, la partie B, la fiancée sous contrat, recevra une compensation intégrale comme convenu, et sera libérée de toutes obligations. Aucun contact supplémentaire ne sera maintenu entre les parties sauf accord mutuel. Et en dessous, d'une écriture manuscrite qui n'était pas celle d'Elliot mais celle d'un avocat sans visage, virement bancaire programmé pour le 26 décembre. 500 000 $. Un demi-million de dollars. Mila lâcha le papier comme s'il la brûlait. Bien sûr qu'il y avait de l'argent, elle avait toujours su qu'il y avait de l'argent, mais voir le chiffre là, si clinique, si froid, transformait tout ce qui s'était passé entre eux en quelque chose de sordide. Pensais-tu vraiment que c'était réel, chuchota une voix cruelle dans son esprit. Pensais-tu vraiment qu'un homme comme Elliot Grayson tomberait amoureux d'une fille comme toi sans un contrat? Elle savait qu'elle était irrationnelle, savait que le contrat avait été établi avant leur rencontre, avant que de vrais sentiments n'existent, mais la douleur n'a aucune logique, et son cœur qui saignait ne comprenait pas les nuances juridiques. Tout ce qu'il comprenait, c'est que dans moins de 12 heures, elle serait payée pour quitter sa vie, comme si tout n'avait été qu'une transaction. Mila saisit son téléphone de ses mains tremblantes et tapa un message à Elliot. « Je dois partir. Désolé, je ne peux pas faire ça. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir le regretter. La réponse arriva en quelques secondes. « Mila, non, s'il te plaît, attends que j'arrive. On peut en parler. » Mais elle ne voulait pas parler, ne voulait pas entendre des mots gentils qui rendraient plus difficile ce qui devait être fait. Car si elle restait, si elle attendait jusqu'à minuit, elle verrait le moment exact où le contrat expirerait, et découvrirait si Elliot voulait vraiment d'elle, ou si tout n'avait été qu'une belle fantaisie avec une date de péremption. Elle était trop terrifiée pour connaître la réponse. 20 minutes plus tard, Mila se tenait dans l'entrée du manoir avec la petite valise qu'elle avait apportée des semaines plus tôt. Rebecca avait essayé de l'arrêter, mais Mila avait été ferme. Un Uber était en route. Elle retournait à Manhattan, dans son minuscule appartement, à sa vie d'avant. Elle laisserait la bague en diamant, celle qu'elle avait portée en public tant de fois qu'elle avait commencé à avoir l'impression qu'elle lui appartenait, laisserait les vêtements coûteux que Rebecca avait envoyés, laisserait tout sauf les souvenirs qu'elle ne pourrait jamais effacer. Le téléphone vibrait constamment dans sa poche. Elliot appelait, envoyait des messages, chacun plus désespéré que le dernier. « Mila, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Tu ne comprends pas ce que tu signifies pour moi. Je t'aime. » Elle s'arrêta au milieu du hall, ces 3 derniers mots brûlant derrière ses yeux clos. 3 mots qu'il n'avait jamais prononcés à haute voix, 3 mots qui venaient maintenant à travers un écran froid au lieu de lèvres chaudes contre sa peau. Trop tard, ou peut-être trop tôt, ou peut-être au mauvais moment, de la mauvaise manière. L'Uber arriva. Mila jeta un dernier regard au manoir, ce monument de pierre et de verre qui était temporairement devenu un foyer. À travers l'une des fenêtres du 2e étage, elle vit la lumière allumée dans la chambre d'Elliot. Leur chambre. Elle monta dans la voiture avant de pouvoir changer d'avis. Elliot arriva chez lui 20 minutes plus tard, conduisant comme un fou, le cœur battant si fort que cela en faisait mal. Il franchit la porte d'entrée en criant son nom, fouillant chaque pièce, chaque couloir, chaque espace où elle pourrait être, mais elle était partie. Tout ce qu'il restait était la bague en diamant sur sa table de chevet, le collier qu'il lui avait offert soigneusement plié à côté, et un mot d'une écriture délicate. Merci de m'avoir fait sentir vu, même si ce n'était que pour un court instant. Tu mérites quelqu'un qui appartient à ton monde. Ce n'était pas moi. M. Elliot froissa le papier dans son poing, la douleur le déchirant comme une lame. Il avait été si prudent, si contrôlé pendant si longtemps. Et au moment où il avait enfin laissé entrer quelqu'un, au moment où il s'était enfin autorisé à ressentir, elle s'était enfuie.
Il saisit son téléphone, composa le numéro, mais cela tomba directement sur la messagerie vocale. Mila. Sa voix était étranglée, désespérée. Tu te trompes. Tu te trompes tellement. Tu as ta place. Pas dans mon monde, mais avec moi. Et si tu ne peux pas le voir, alors je passerai chaque jour à te le prouver jusqu'à ce que tu y crois. Il raccrocha et resta debout dans cette pièce qui sentait encore le jasmin et quelque chose de sucré, entouré de draps froissés qui racontaient l'histoire de nuit qu'il n'oublierait jamais. Et puis, pour la première fois en 9 ans, Elliot Grayson, l'homme qui avait bâti un empire basé sur le contrôle et la logique, s'autorisa à craquer, parce que pour la première fois en 9 ans, il avait quelque chose de réel à perdre, et il venait de la perdre. 5 jours. 5 jours s'étaient écoulés depuis que Mila avait quitté le manoir Grayson. 5 jours à vivre dans son minuscule appartement, à fixer les murs écaillés et à essayer de se convaincre qu'elle avait fait la bonne chose. 5 jours à ignorer les appels, à supprimer les messages non lus, à construire des murs autour d'un cœur qui insistait pour saigner. Elle avait pris un bus pour Seattle le lendemain de Noël, une décision impulsive née du désespoir et d'un besoin de distance. Elle avait besoin de quitter New York, où chaque coin de rue portait la possibilité de le croiser. Elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait respirer sans que l'air ne sente les promesses brisées et les avenirs impossibles. Seattle l'accueillit avec sa pluie constante et son ciel perpétuellement gris, un reflet parfait de la tourmente dans sa poitrine. Elle trouva une chambre bon marché dans une pension près de Pike Place Market, prit quelques services d'intérim dans un café, et essaya, sans succès, de prétendre que sa vie n'avait pas irrévocablement changé durant ces 3 semaines au manoir. Mais Elliot était partout. Dans l'odeur du café le matin, lui rappelant comment il préparait la tasse parfaite, dans le bruit de la pluie contre la fenêtre, faisant écho aux nuits passées à parler jusqu'à l'aube, dans le froid qui pénétrait ses os, lui faisant regretter sa chaleur, cette chaleur solide et sûre qui lui avait fait croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait arrêter de simplement survivre et commencer à vivre. Ses messages s'étaient arrêtés après le 3e jour. Mila ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou dévastée. Une partie d'elle, la partie stupide et masochiste, vérifiait son téléphone compulsivement, espérant voir son nom illuminer l'écran. L'autre partie savait que le silence signifiait qu'il avait finalement abandonné. Qu'il a enfin réalisé que tu n'en valais pas la peine, chuchotait cette voix cruelle qui vivait dans sa tête depuis des années. C'était le réveillon du Nouvel An. La ville bourdonnait d'une énergie anticipatrice, les gens riaient dans les rues, les décorations festives clignotaient à chaque fenêtre, la promesse de nouveaux départs flottant dans l'air comme un parfum. Mais Mila se sentait vide, comme si elle avait laissé les parties les plus importantes d'elle-même dans un manoir à 3000 km de là. Elle marchait sans but dans les rues humides, les mains fourrées dans les poches de ce manteau fin qui ne protégeait pas du froid de Seattle, quand la pluie commença à tomber plus fort. Pas la bruine constante à laquelle elle s'était habituée, mais de lourdes gouttes froides qui traversaient les couches de vêtements en quelques secondes. Mila courut chercher un abri, finissant sous l'auvent d'une petite librairie fermée. Elle s'appuya contre la porte vitrée, frissonnante, regardant la rue se transformer en un flot aquatique. C'est là qu'elle le vit. De l'autre côté de la rue, debout sous un grand parapluie noir, complètement immobile alors que le monde bougeait autour de lui au ralenti. Elliot. Le cœur de Mila s'arrêta, littéralement, pour un battement, avant de repartir avec une force triple, martelant si fort contre ses côtes que cela en faisait mal. Ce n'était pas possible. C'était une hallucination, le manque de sommeil et le chagrin créant des mirages cruels sous la forme de l'homme qu'elle essayait désespérément d'oublier. Mais alors il bougea, fit un pas hors du trottoir, et elle vit vraiment, que c'était lui. Elliot Grayson, portant un manteau sombre sur un pull gris qu'elle reconnaissait, les cheveux mouillés plaqués sur son front, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui traversait la distance, la pluie et toutes les barrières qu'elle avait essayé de construire. Il traversa la rue lentement, chaque pas délibéré, comme s'il lui donnait le temps de fuir si elle le voulait. Mais les pieds de Mila étaient cimentés au sol, son corps refusant d'obéir à tout autre ordre que reste. Quand il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait voir les gouttes de pluie sur ses cils, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur combattre le froid, le monde entier se réduisit à eux deux. Mila. Sa voix était rauque, lourde de jours sans sommeil et d'une souffrance qui reflétait la sienne. Tu es très difficile à trouver quand tu décides de disparaître. Comment as-tu? Les mots moururent dans sa gorge. J'ai engagé 3 détectives privés, appelé tous les refuges et pensions entre New York et la côte ouest, et j'ai pratiquement perdu la raison en essayant de te retrouver. Il fit un pas de plus,
le parapluie les couvrant maintenant tous les deux, créant un cocon privé au milieu de la rue animée. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Elliot, je ne peux pas. Mila secoua la tête, les larmes brûlant derrière ses yeux. Tu ne comprends pas. J'ai vu le contrat, vu l'argent, vu tout ce qui en faisait une transaction et non. De l'amour? L'interrompit-il, le mot tombant entre eux comme une bombe. Est-ce ce que tu ne peux pas dire? Parce que moi je le peux, Mila. Je t'aime. Je t'aime d'une façon qui me terrifie et me complète à la fois. Et oui, il y avait un contrat, oui, il y avait de l'argent, mais c'était avant que je ne te connaisse, avant que tu n'entres dans mon bureau et ne bouleverses mon monde. Tu ne peux pas juste débarquer ici et dire ça, murmura Mila, mais sa voix tremblait. Tu ne peux pas juste. Regarde-moi. Elliot jeta le parapluie de côté, laissant la pluie tomber sur eux deux, les trempant complètement, et chercha dans la poche intérieure de son manteau. Lorsqu'il la retira, il tenait une petite boîte en velours. Mais ce n'était pas la même boîte. Ce n'était pas la bague de sa grand-mère qu'elle avait laissée derrière elle. Cette bague, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler un diamant différent, plus petit, plus délicat, monté sur un simple anneau en or blanc, a commencé comme un mensonge. Elle faisait partie du marché, partie de la comédie. Mais Mila. Sa voix se brisa, et elle vit des larmes se mêler à la pluie sur son visage. Cette bague-là? Celle-ci est réelle. Je l'ai achetée il y a 3 jours, non pas parce qu'un testament m'y obligeait, non pas parce que ma mère l'attend, mais parce que lorsque j'imagine mon avenir, tu es dans chaque partie de celui-ci. Elliot. Les larmes de Mila débordèrent enfin, coulant chaudes sur ses joues froides. J'ai tout gâché, continua-t-il, sa main libre se levant pour toucher son visage, son pouce essuyant des larmes qui étaient immédiatement remplacées par la pluie. J'ai merdé en ne déchirant pas ce maudit contrat devant toi. J'ai merdé en te laissant penser une seule seconde que tu étais une transaction, et non la chose la plus précieuse qui soit jamais arrivée dans ma vie. J'ai merdé en ne courant pas après toi immédiatement, en te donnant de l'espace quand j'aurais dû te serrer contre moi et ne jamais te lâcher. J'avais peur, avoua Mila en sanglotant. Peur que lorsque le marché prendrait fin, tu réalises que tu ne voulais pas vraiment de moi, que je n'étais pas assez. Que nous n'étions pas assez. Elliot lâcha un rire incrédule et désespéré. Mila, tu es tout. Ton café le matin et tes conversations tard le soir, ton courage quand tu tiens tête à ma mère et ta gentillesse quand tu prends soin de moi. Tu es la raison pour laquelle je me réveille en voulant être meilleur, la raison pour laquelle je souris sans m'en rendre compte, la raison pour laquelle cet immense manoir vide a enfin ressemblé à un foyer. Il s'agenouilla juste là, au milieu du trottoir humide, sous une pluie torrentielle, complètement indifférent aux passants qui les regardaient curieusement. Il tenait la boîte ouverte entre eux comme une offrande sacrée. Cette bague a commencé comme un mensonge, répéta-t-il, la voix stable malgré les larmes. Maintenant, je veux qu'elle soit une promesse. Pas d'un mariage arrangé ou d'un accord temporaire, mais d'une vie ensemble. De matin à partager le café, de nuit blottie sur le canapé, de disputes et de réconciliation, de construire quelque chose de réel, de désordonné et de parfaitement imparfait. Je ne veux pas de la bague, Elliot. Les mots sortirent avant que Mila ne puisse les censurer, et elle vit la peur passer sur son visage, une peur pure et brute du rejet. Mais alors elle s'agenouilla aussi, la pluie trempant ses vêtements, ses genoux s'enfonçant dans les flaques froides, et elle prit son visage entre ses mains. Je ne veux pas de la bague. Je veux l'homme qui la tient. Je veux l'homme qui fait mon café et me porte quand je suis blessé. Je veux l'homme qui me voit vraiment et ne s'enfuit pas. Je te veux toi, Elliot. Juste toi. Le sourire qui illumina son visage fut dévastateur, une joie pure et brute mêlée à un soulagement si profond qu'il ressemblait à de la douleur. Il laissa tomber la boîte sur le sol, se fichant qu'elle tombe et roule au loin, et attira Mila dans ses bras avec assez de force pour lui couper le souffle. Ils s'embrassèrent là, sous la pluie de Seattle, entourés d'étrangers indifférents et du bruit de la ville, et ce fut le baiser le plus vrai qu'ils aient jamais partagé. Il n'y avait pas de performance, pas de public qui importait, juste deux cœurs brisés retrouvant leur chemin l'un vers l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, trempés et complètement heureux, Elliot pressa son front contre le sien. « Veux-tu m'épouser » chuchota Théil. « Pour de vrai, cette fois. » « Oui, » répondit Mila sans hésitation. « 1000 fois oui. » Il ramassa la boîte par terre, miraculeusement restée fermée malgré la chute, et glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement,
comme si elle avait été faite exactement pour elle. Parce que c'était le cas. 1 an plus tard, la maison n'était pas un manoir. C'était une structure à 2 étages dans une banlieue calme de Westchester, avec un jardin qui avait besoin de travail et une clôture blanche qu'Elliot apprenait lentement à réparer. Elle n'avait pas de lustre en cristal ni de marbre italien. Elle avait des planchers en bois dur qui craquaient à certains endroits, et une cuisine chaleureuse qui sentait constamment le café et les biscuits faits maison. C'était imparfait, bruyant et complètement parfait. C'était chez eux. Mila se tenait près du sapin de Noël, délibérément tordu parce qu'Elliot avait insisté pour qu'il le coupe eux-mêmes, ce qui avait donné un arbre qui penchait dramatiquement vers la gauche. Elle essayait d'accrocher une étoile au sommet quand elle sentit des bras forts l'entourer par la taille, depuis derrière. « Fais attention », murmura Elliot contre son cou, ses mains se posant protectrices sur son ventre arrondi. « Tu ne devrais pas grimper sur des échelles. C'est un escabeau à 2 marches, Elliot. Je suis enceinte, pas handicapée. » Mais elle s'appuya contre lui de toute façon, sentant sa chaleur solide la soutenir. « Plus que 2 mois, dit-il, une main bougeant en cercle doux sur son ventre. 2 mois avant que nous rencontrions notre fille. Notre fille. » Les mots coupaient toujours le souffle de Mila à chaque fois qu'elle les entendait. Après des années à penser qu'elle n'aurait plus jamais de famille, elle avait maintenant tout, un mari qui l'adorait, un bébé grandissant en elle, et un avenir si brillant qu'il faisait parfois mal de le regarder directement. « Tu crois qu'on sera à la hauteur ?» demanda Mila, se tournant dans ses bras pour faire face à Elliot. « En tant que parent ? » « Je pense, dit-il en se penchant pour embrasser son front, puis son nez, puis ses lèvres, que nous allons constamment faire des erreurs et aimer chaque minute, tout comme nous avons tout gâché jusqu'à présent. » Mila rit, ce son libre et authentique qu'elle n'avait jamais imaginé être capable de produire à nouveau. « On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas ? » Glorieusement. Elliot sourit, ce sourire réservé uniquement à elle, celui qui transformait le PDG intimidant en juste un homme désespérément, stupidement amoureux. Mais regarde où nos erreurs nous ont menés. Il avait raison. Chaque erreur, chaque malentendu, chaque moment de peur et de doute avait été une étape sur le chemin qui les avait conduits ici, dans cette maison bancale avec ce sapin tordu, et un amour qui était tout sauf parfait, mais absolument réel. Et, dit soudain Elliot, les yeux pétillants de malice, tu veux connaître un secret ? Toujours. Ce premier jour où tu es entrée dans mon bureau, nerveuse et belle et complètement au mauvais endroit. Je savais. Tu savais quoi ? Que tu allais changer ma vie. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas que je tomberais amoureux de toi si complètement que j'oublierais ce que c'était de vivre sans toi, mais je savais que rien ne serait plus pareil après ce moment. Les larmes, maudites hormones de grossesse, piquèrent les yeux de Mila. Tu ne m'as jamais dit ça. Je le gardais pour le bon moment. Il essuya une larme avec son pouce. Et ce moment, c'est maintenant, ici. Alors que nous décorons notre premier sapin de Noël dans notre première maison, en attendant notre première fille, c'est le bon moment pour te dire que chaque seconde, chaque erreur, chaque moment de douleur en valait la peine, parce que cela m'a mené à toi. Mila l'attira dans un baiser, profond, lent et plein de promesses pour toutes les années à venir. Quand ils se séparèrent, elle chuchota contre ses lèvres. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Jamais, jura Elliot. Même quand tu as fui à Seattle sous la pluie, même quand tu as essayé de me convaincre que tu n'avais pas ta place. Je viendrai toujours te chercher, Mila. Toujours. Ils passèrent le reste de l'après-midi à finir le sapin, Elliot tenant Mila sur l'escabeau malgré ses protestations, riant quand les ornements tombaient parce que l'arbre était trop penché, volant des baisers entre les branches de pin. Et quand la nuit tomba et qu'ils s'allongèrent sur le canapé, son corps courbé contre le sien, sa main posée là où leur fille donnait parfois des coups de pied, Mila comprit enfin. Parfois, entrer dans le mauvais bureau est exactement la bonne erreur. Parfois, les arrangements temporaires se transforment en promesses éternelles. Et parfois, juste parfois, les histoires les plus improbables ont les fins les plus parfaites. En fin de compte, ce qu'Elliot et Mila découvrirent n'était pas seulement l'amour, c'était le courage. Le courage d'être vulnérable après des années à se protéger, le courage de croire qu'il méritait le bonheur même quand tout disait le contraire, le courage de transformer une erreur accidentelle en un destin intentionnel. Elliot apprit que la force ne se trouve pas dans des murs impénétrables, mais dans le fait d'ouvrir des portes à ceux qui méritent d'entrer. Mila découvrit que survivre n'est pas la même chose que vivre, et que parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande bravoure qui soit.
Ils prouvèrent que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de vieux noms de famille gravés dans le marbre. C'est le fait de choisir quelqu'un chaque jour, même les jours difficiles. C'est le café partagé le matin et les mains entrelacées pendant les tempêtes. Et peut-être que la vraie leçon est celle-ci, les meilleurs amours ne sont pas ceux qui commencent parfaits, mais ceux qui survivent imparfaits. Ceux qui trébuchent, tombent, se blessent, et choisissent quand même de se relever ensemble, chacun soutenant l'autre. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les accords qui nous définissent, ce sont les choix que nous faisons quand les accords prennent fin. Et parfois, la plus belle erreur est celle qui nous mène exactement là où nous avons toujours appartenu.